Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Sénat 360. Voici les titres. Lancement aujourd'hui du premier round de négociations sur l'assurance chômage. Syndicats et patronats sont réunis pour discuter des réformes à mettre en place pour limiter le déficit de l'UNEDIC alors que le chômage est au plus haut. L'idée d'une primaire à gauche fait son chemin. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, y est favorable en décembre ou janvier prochain. On en débattra dans ce journal. La politique s'invite dans les séries télévisées. Trahison, intrigue et course au pouvoir donnent des idées aux producteurs. Nous recevrons Éric Benzekri, co-scénariste de Baron Noir, la série événement de Canal+. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Tout au long de cette édition, nous serons en direct depuis le siège du MEDEF où se tiennent donc les négociations sur l'assurance chômage avec notre journaliste Saveria Rojek. C'est le multiplex de Sénat 360. Et nous rejoignons tout de suite Saveria Rojek au siège du MEDEF à Paris où le premier round de ces négociations vient donc de s'ouvrir dans un contexte tendu. Saveria. Oui, Jérôme, c'est donc dans un contexte, vous venez de dire, un contexte plutôt tendu que s'est ouverte cette première grande réunion alors que le projet de loi El Khomri a été dévoilé la semaine dernière. Dès le début de la réunion, les syndicats se sont montrés très agacés. L'UPA, l'Union des artisans, a quitté la salle au bout de 10 minutes, se disant sous-représentés. Alors parmi les pistes de réforme, on le sait, la dégressivité des allocations. L'idée, eh bien, c'est de baisser par palier l'indemnisation pour inciter les chômeurs à reprendre plus vite un travail. Le gouvernement, on le sait, y est plutôt favorable. Mais pour les syndicats, eh bien pour les syndicats, c'est une ligne rouge. Je vous propose d'écouter Éric Aubin de la CGT. Le gouvernement a fait le choix de faire 41 milliards d'euros de cadeaux au patronat sans contrepartie. La loi El Khomri vise à anéantir les garanties en faveur des salariés en anéantissant le code du travail et à légaliser le licenciement abusif. Dans cette négociation, on nous annonce déjà qu'il faudrait accepter des reculs à la fois de la durée et du niveau d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Voilà, alors une autre piste, eh bien, ça serait de mettre la pression sur les entreprises qui multiplient les contrats courts. Ainsi, l'entreprise qui coûte peu à l'UNEDIC parce qu'elle embauche ses salariés en CDI, eh bien, celle-ci verrait ses cotisations réduites, tandis que celle qui multiplie les CDD de courte durée, eh bien, celle-ci verrait sa cotisation augmenter. Alors, côté gouvernement, bien sûr, on pousse à un accord alors que les chiffres du chômage seront dévoilés mercredi. Côté syndicat, bien sûr, pas de remise en cause des droits des chômeurs. En attendant, Jérôme, si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord d'ici le mois de juin, eh bien, ce sera le gouvernement qui reprendra la main sur ces négociations. Merci Saveria. Semaine décisive à Calais. Dès demain, une partie des migrants qui occupent la jungle de la ville va être évacuée. Ils seront relogés dans des centres d'accueil provisoires. Les associations dénoncent une solution qui ne résout rien. On écoute un des représentants du Secours catholique. Il ne s'agit vraiment pas pour nous de défendre un bidonville. On souhaite qu'il disparaisse. Mais ce qu'on souhaite, c'est pouvoir avoir une décision de l'État de surseoir à l'évacuation immédiate, d'être mis autour de la table pour dialoguer avec lui sur de réelles solutions. Les solutions qui sont proposées aujourd'hui ne nous paraissent pas satisfaisantes, tant quantitativement que qualitativement. François Hollande est en visite en Polynésie française aujourd'hui. Un déplacement attendu, notamment sur le dossier des indemnisations pour les victimes des essais nucléaires menés pendant 30 ans dans cet archipel. Géraldine Bavoilo. Accélérer les indemnisations des victimes des essais nucléaires, c'était l'une des promesses du candidat Hollande en 2012. 193 essais nucléaires ont été conduits par la France entre 1966 et 1996 dans le Pacifique. Et les conséquences sur la population se sont révélées ravageuses. L'État a reconnu une part de sa responsabilité avec la loi Morin en 2010. Elle prévoit l'indemnisation des victimes. Mais pour être indemnisé, il faut démontrer avoir reçu directement des radiations. Et il est très difficile de prouver le lien entre pathologie et essais nucléaires. Ces victimes, qu'elles soient vétérans ou population polynésienne, ont donné naissance à énormément d'enfants mal formés, handicap, maladies, cancers, parce qu'il y a une atteinte de l'ADN, une atteinte du génome. Et cette atteinte du génome va se perpétuer sur des générations et des générations. Seulement une vingtaine de dossiers sur 1 millier ont pu aboutir. Les associations veulent que le principe de présomption de causalité soit attribué à ces victimes
Des retombées radioactives sont encore découvertes régulièrement. Une primaire à gauche, l'idée fait son chemin. Après un appel signé d'intellectuels et d'hommes politiques, Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti socialiste, envisage une primaire l'hiver prochain, mais ses modalités font débat. Stéphane Amalian. Socialistes, communistes et écologistes s'entendent sur le principe, une primaire de la gauche en vue de 2017. Une consultation de toute la gauche qui sera toutefois difficile à mettre en œuvre. Car le calendrier fait débat. Pour Pierre Laurent, la primaire doit avoir lieu à l'automne 2016, ce que refuse le Parti socialiste. Tout le monde sait, Pierre Laurent le premier, que le président de la République ne va pas se déclarer au mois de septembre. Parce qu'il pourrait la perdre. Et il fait quoi après d'octobre, novembre, décembre, jusqu'au moment de l'élection présidentielle? Jean-Christophe Cambadélis veut donc retarder l'échéance en décembre ou en janvier. Autre difficulté, la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Le député européen a décidé de faire cavalier seul. Une candidature qui secoue le front de gauche. Pierre Laurent a invité Jean-Luc Mélenchon à revenir dans un processus collectif. Objectif, unifier la gauche. Du côté des écologistes, Cécile Duflot s'était prononcée pour la primaire dès le mois de janvier. Une position qui n'a pas changé malgré l'entrée au gouvernement d'Emmanuel Cos. François de Rugy plaide aussi pour une primaire de la gauche et n'écarte pas une éventuelle candidature. Mais quel que soit le casting et le calendrier, reste une grande inconnue, la candidature ou non de François Hollande, une candidature qu'il a conditionnée à la baisse du chômage. Et pour débattre de cette éventuelle primaire à gauche, j'accueille sur le plateau nos invités. Marc-Olivier Padis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Terra Nova, un think tank, un cercle de réflexion qu'on peut qualifier de progressiste de gauche. Pascal Perrineau, bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris et spécialiste de sociologie électorale. Et Yannick Jadot, bonjour. Député européen Europe Écologie Les Verts et co-signataire du manifeste Notre Primaire qui a lancé cette initiative. Pour vous, cette primaire, elle doit se tenir à l'automne ou à l'hiver? Écoutez, j'anime tous les jeudis matins maintenant un comité d'organisation où siègent le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne, Ensemble et la primaire citoyenne. Et nous discutons des modalités d'organisation de la primaire. Notre idée initiale, c'était d'avoir une primaire en même temps que la primaire de droite. Au fond, ces deux moments de démocratie à droite et à gauche respirent en même temps, alimentent la discussion, le débat public, parce qu'au fond, fin novembre, ça paraît, je crois, un bon calendrier. Avant fin novembre, c'est compliqué, parce qu'il faut l'organiser aussi, la primaire. Il y a tout un enjeu logistique, ça va prendre du temps. Comme je l'entends de la part de Cambadélis, en janvier, la difficulté, c'est qu'au fond, on va démarrer une campagne, il va y avoir la pause de Noël, on va finir la primaire avec forcément quelques tensions. C'est positif démocratiquement, mais forcément quelques tensions. Et immédiatement après, on enchaîne la campagne présidentielle. Ça me paraît un peu compliqué. Donc je crois qu'il faudrait être dans l'esprit de avant Noël et puis voir les modalités d'arrivée des différents candidats potentiels. Dans cette primaire, il faut qu'il y ait le temps du débat. S'il y a cette primaire, c'est parce qu'il y a quand même un trouble pour le moins à gauche et chez les écologistes. Sur l'Europe, on voit les difficultés, sur les inégalités, sur le multiculturalisme, sur l'éducation. Donc il faut qu'il y ait le temps du débat. Donc ça ne peut pas être clôture des candidatures et puis 3 jours après le premier débat à la télévision. Il faut qu'il y ait le temps du débat. Donc on verra si la fin des candidatures, c'est en septembre ou en octobre. Mais il faut qu'encore une fois, les électeurs de gauche et écologistes attendent énormément du débat pour essayer de se donner une perspective d'espoir. Marc-Olivier Padis, le débat d'idées, les primaires, c'est souvent l'occasion de confronter les différentes idées. Est-ce que c'est indispensable pour se faire entendre à la fin de cette année face aux primaires de la droite et du centre? Moi, bien sûr, je comprends le besoin d'un débat d'idées, d'une animation du débat public, comme l'a dit Yannick Jadot. La question, c'est est-ce que les primaires sont un bon outil pour ça? Terra Nova avait plaidé dès 2008 pour organiser des primaires de la gauche. On a refait cette année un bilan des primaires qui ont eu lieu. Une primaire, c'est quelque chose de très utile, mais ce n'est pas une formule magique. Ça marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne sert pas à tout. Et là où ça marche très bien, une primaire, c'est pour trancher une rivalité entre des candidats dans un camp.
Maintenant, pour répondre à la frustration que je comprends complètement d'une grande partie des électeurs de gauche qui attendent un débat, une confrontation d'idées, qui veulent élever le niveau de la discussion politique, c'est pas sûr que la primaire soit la bonne opération pour ça. La primaire, elle sert à départager des rivalités et on est dans une configuration aujourd'hui où on peut pas, enfin, où la primaire servirait un peu à contre-emploi. Donc nous, on est un peu inquiets sur, disons, la faisabilité de ce projet. Pascal Perrineau, la grande inconnue, c'est la candidature ou non de François Hollande à cette primaire. Est-ce que le chef de l'État a besoin finalement de cette primaire pour être relégitimé ? Non, il n'en a pas besoin. Vous savez, un président sortant, en général, regardez dans un système présidentiel à primaire comme les États-Unis, un président sortant ne se soumet pas à une primaire. Le président Obama ne s'est pas soumis à une primaire lors de sa deuxième élection. Donc ça n'est pas le processus de primaire qui le relégitimera. Mais surtout, une primaire, ça va en effet pour départager des candidats qui partagent peu ou prou le même corpus d'idées, de valeurs, d'orientation. Or là, l'idée de la primaire revient à l'heure où jamais la gauche n'a été aussi éclatée, aussi divisée, aussi opposée. Donc la tâche que se fixe ce mouvement pour la primaire à gauche n'est pas une tâche facile à atteindre. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, qu'est-ce qui rassemble ? Un électeur du front de gauche, un électeur écologiste, un électeur socialiste frondeur, un électeur qui se retrouve derrière Emmanuel Macron, je vais vous dire pas grand-chose. Des études sont faites en ce moment et cela montre l'éclatement, comme jamais on l'a connu dans l'histoire de la gauche depuis 30 ans, un éclatement majeur au sein des électorats de gauche. Et au fond, on se dit, quand il y a un tel pluralisme des électorats, un tel pluralisme des peuples de gauche, le peuple de gauche n'existe plus. Quand il y a un tel pluralisme, il ne doit y avoir, si on est cohérent, qu'un pluralisme des candidatures. Oui, avec la difficulté, moi j'entends toutes les critiques contre les primaires, quasiment je pourrais toutes les signer. Ce que je ne trouve pas aujourd'hui, au fond, y compris dans les critiques qui sont adressées, c'est quelle alternative ? Quelle alternative a, au fond, un jeu de posture à la fois de Mélenchon et de Valls qui tentent l'un et l'autre d'hystériser le débat, de faire croire qu'il n'y a que deux gauches, celle qui est au fond national-étatiste et celle qui serait libérale, autoritaire, et que entre ces deux extrêmes, c'est la terre brûlée. Et que donc on est dans un moment où à la fois les différentes sensibilités que vous mentionnez peuvent parfois aujourd'hui se retrouver dans des villes, dans des régions, elles arrivent à gérer. Dans l'histoire, ne serait-ce qu'il y a quoi, 15 ans, Jospin, cette gauche s'est retrouvée, a été capable de compromis. Ça ne veut pas dire qu'elle était identique, mais elle s'est retrouvée capable de faire des compromis. Mais surtout, l'éclatement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie qu'il n'y a pas de représentants de la gauche et des écologistes au second tour de la présidentielle. Et moi, je n'ai pas vu une alternative qui permet à la fois de recréer le débat et peut-être, je ne dis pas que c'est facile, peut-être de casser à la fois Valls et Mélenchon qui disent les gauches sont irréconciliables. Donc de se dire peut-être que sur l'Europe, sur plein de choses, on a un chemin de compromis à trouver. Et en même temps, de nous permettre de ne pas se résigner à un duel Sarkozy-Le Pen ou Juppé-Le Pen au second tour de la présidentielle, ce qui serait un effondrement durable, à mon avis, de la gauche et des écologistes dans ce pays, en tout cas à l'échelle nationale. Pascal Perrineau, la donne est changée par la montée du Front National qui sera, selon les sondages, à coup sûr au second tour. Et donc une candidature réunie de la gauche permettrait peut-être aux candidats de gauche d'être présents ? Peut-être, rien n'est certain. Mais en effet, si vous voulez, maintenant nous sommes dans un paysage qui est un paysage, on le répète à satiété, un paysage tripolaire. Il faut faire avec. Et le gros problème, c'est comment faire rentrer 3 dans 2. Si vous voulez, la Ve République, c'est fait pour 2 familles. Là, nous en avons 3 de manière claire. Et depuis 3 ans, on le voit, quel que soit le type d'élection, on a 3 familles à peu près au même niveau. Et donc, comment faire rentrer 3 dans 2 ? C'est ça le problème de la gauche. Et la gauche cherche, en effet... Donc vous dites quand même qu'il y a une famille de gauche. Bien sûr, oui. Donc vous voyez qu'elle n'est pas totalement irréconciliable. Non, mais bien sûr, la gauche existe encore. Mais la gauche n'a jamais été aussi fragmentée et divisée. Et donc, moi, la question plutôt que je pose, c'est la question de l'extension des primaires. Est-ce que c'est raisonnable d'appeler à une primaire de toutes les gauches ?
Personnellement, j'en doute. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser l'espace des primaires de manière un peu plus restreinte, comme ça avait été d'ailleurs le cas en 2011? Le point que souligne Pascal Perrineau, c'est qu'il y a deux types de primaires possibles. Il y a des primaires de parti et des primaires de coalition. Ce que la gauche a fait en 2011, c'était une primaire de parti ouverte à tous les électeurs. Ça a bien marché. Ce que vous proposez, c'est une primaire de coalition. Oui. C'est pas exactement la même chose. Et une primaire de coalition avec un président sortant, c'est aujourd'hui la quadrature du cercle. On ne sait pas comment s'en sortir. Alors, pour répondre à Yannick Jadot, moi, ce que je pense, c'est que ce qui peut être un objet de discussion, c'est les législatives qui vont suivre l'élection présidentielle. La procédure de primaire, elle focalise l'attention nécessairement sur la sélection du candidat et donc elle présidentialise, elle pousse dans tous les inconvénients de la cinquième. Il ne faut pas laisser de côté la question de la coalition pour les élections législatives qui vont suivre l'élection présidentielle. Et là, il y a matière à discussion. Il y a espace à débat entre les différentes formations de la gauche, mais aussi pour l'ensemble des électeurs ou des gens de sensibilité de gauche qui souhaitent aujourd'hui un débat sur quelle est la coalition parlementaire pour l'après-présidentielle. Il ne faut pas le laisser hors champ. Et là, je pense qu'il y aurait du travail. C'est dans notre manifeste de départ, c'est dedans, puisque ce qu'on dit au fond, c'est évidemment quand c'est une primaire au sein d'un parti politique, la discipline du parti politique fait que les perdants soutiennent le gagnant. C'est le principe. Là, évidemment, on est dans un système où les différences sont fortes et que la discipline, elle doit se construire de manière positive et non pas simplement le jeu de la contrainte, j'ai signé un papier et donc je soutiendrai. Et donc notre position là-dessus, c'est de dire que c'est au fond d'intégrer un peu de changement dans l'esprit des institutions, à défaut de la lettre, qui est de dire on va mettre un peu de proportionnel dans notre affaire. Au fond, les rapports de force qui s'exprimeront dans la primaire devront être pris en compte par le lauréat pour qu'il construise sur cette base potentiellement un contrat de gouvernement et une majorité parlementaire. Non pas, comme je l'entends dire, pour faire une magouille de parti politique, simplement pour mettre de la proportionnelle, ce qui est à mon avis l'une des réformes absolument indispensables aujourd'hui dans notre pays. Et donc, au fond, ce qui maintiendrait tout le monde dans la dynamique, c'est que chacun est un peu pris en compte. Il n'a pas simplement gagné ou perdu. Il est un peu pris en compte dans la suite et qu'on a une majorité potentielle à l'Assemblée, en cas de victoire, qui maintient le compromis qui aurait pu être trouvé à un moment de la primaire. Le seul, pour l'instant, qui a complètement rejeté la primaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, Pascal Perrineau, ça sera un pénalisant pour la gauche en 2017 ? Enfin, pour la gauche qui cherche une démarche, en effet, unitaire, rassemblant ces différentes familles divisées, de manière évidente, oui. Parce que les sondages d'intention de vote, qui valent ce que valent les sondages à plus d'un an de l'échéance, montrent aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon, ça pèse quelque part entre 8 et 10% des suffrages exprimés. Donc ça n'est pas rien. Si vous voulez, Mélenchon, c'est pas, vous voyez, les électorats issus de l'extrême gauche, 3-4%, etc. C'est tout de même davantage. Donc bien sûr, tant que Jean-Luc Mélenchon, et si on l'écoute, il n'est pas dans le dispositif, c'est le moins qu'on puisse dire, tant que Jean-Luc Mélenchon est hors du dispositif, bien sûr que c'est un élément essentiel qui grippe l'ensemble du système. Et vous voyez bien qu'au sein déjà d'une petite coalition qui est le Front de gauche, entre le Parti communiste et le Parti de gauche, le moins qu'on puisse dire, c'est que déjà c'est les divergences énormes, stratégiques, tactiques qui l'emportent. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Europe Écologie Les Verts avaient eu des discussions avec l'ensemble du Front de gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Pierre Laurent du Parti communiste français, et on a l'impression que ça n'a pas débouché sur grand-chose. Comment finalement cette primaire, elle pourrait tout résoudre pour la gauche ? Non, elle ne résoudra pas tout. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, en réalité, il y a un espace politique à gauche qui est très large, qui justement se situe, disons, entre Mélenchon et Valls. Et c'est un espace politique qui est aujourd'hui orphelin d'un mouvement, orphelin d'une représentation, orphelin d'une incarnation et orphelin d'un débat. Parce qu'on voit bien que personne n'a la solution comme ça, toute faite pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté, que ce soit les réfugiés, les inégalités, l'éducation ou la fiscalité. Donc tout le monde voit bien qu'il faut un processus de débat et de rapprochement, de mettre en avant différentes pistes qui devraient être tranchées ou en tout cas mises en débat.
Et forcément, bon alors, Europe Écologie Les Verts, oui, à un moment, mais pas tant au niveau national. Il y a eu des alliances dans certaines régions, pas avec un grand succès, il faut le dire. Mais si, au fond, la primaire apparaît aujourd'hui, plus la gauche et les écologistes sont asphyxiés par tout ce qui se passe dans le monde, en Europe, en France et à travers les annonces du gouvernement, et plus notre initiative, au fond, apparaît comme un ballon d'oxygène. Aussi parce que la gauche alternative au Parti socialiste n'a pas réussi les élections régionales, que la fronde s'est un peu éteinte au Parlement et qu'au fond tout le monde se dit aujourd'hui, et moi je vois quand on fait les débats en région, c'est incroyable le nombre de gens qui viennent dans ces débats, pour beaucoup des militants non encartés, qui disent enfin une perspective d'espoir, enfin du débat, enfin peut-être une dynamique un peu qui renouvelle la politique dans notre pays. Donc c'est le sujet. Après Mélenchon, ok, il a sa démarche, voilà, c'est Péronne, c'est la rencontre de l'homme providentiel avec le peuple infantilisé. Bon voilà, c'est sa démarche. Mais en même temps, Mélenchon et son équipe savent bien que si notre initiative démarre, s'il y a beaucoup de débats en région et c'est en train de se multiplier, ils vont être très embêtés de se dire nous on est en dehors du débat de la gauche. Donc peut-être qu'à la fin il se dira au fond ma solution c'est de revenir dans cette dynamique-là. C'est pas sûr, mais ils sont embêtés parce que ça peut aussi le cornériser au fond politiquement de pas être dans la dynamique. Marc-Olivier Padis, très rapidement, c'est la meilleure idée que la gauche pour l'instant a trouvée pour faire vivre le débat d'idées entre les différents camps? Moi, je ne vois pas bien l'articulation entre le débat d'idées et la sélection des candidats. Parce que tel que vous présentez l'idée, je comprends l'idée de bulle d'oxygène, il y en a besoin, mais dire que on va faire surgir des idées et qu'après les candidats, en quelque sorte, vont être obligés de s'imprégner ou de s'inspirer de ces idées pour constituer... En tout cas, dans le débat. Ils voudront quand même garder leur indépendance par rapport à ces débats, parce que c'est la logique de la cinquième. Le débat n'est pas terminé, vous le voyez. Et merci, messieurs, d'en avoir débattu, en tout cas sur notre plateau. La politique est-elle le meilleur sujet possible pour les séries télévisées, avec sa course au pouvoir, ses intrigues et parfois ses trahisons? Le sujet fait en tout cas les beaux jours des scénaristes. Avant d'en parler avec notre invité, je vous propose de regarder la bande-annonce de Baron Noir, la série de Canal+. On est à 5 jours du scrutin. Comment vous sentez-vous ce soir? Serein. Ce qu'ils veulent les gens, c'est un patron. Moi, je vais l'Élysée, toi, tu vas à Solferino. Ouais. La brigade financière a obtenu ton placement en garde à vue. Si on met les mains dans la merde, c'est pour aider les gens. Est-ce qu'il y a un seul moyen pour qu'on puisse remonter jusqu'au bout? Impossible. Votre amitié avec Philippe, c'est votre faiblesse. Faut en faire votre force. Alors hier, tu le désignes comme mon successeur, aujourd'hui, tu veux même plus de lui comme député. Je resterai candidat dissident, mais candidat! Je veux pas un sniper dans mon dos. Ils vont tous se liguer contre moi. On n'a pas le droit de se laisser faire. Pas avec les fachos qui comptent les points. Suspension de séance, merci! Filature, intimidation, tu te prends pour qui? Tu sais qui c'est, elle? C'est tout ce que t'es censé combattre. En politique, l'amitié est votre pire ennemi. Vous allez la battre quand c'était possible. Quand Francis il tape, ça fait mal. La nouvelle série événement. Création originale Canal+, Baron Noir, en exclusivité. Éric Benzekri, bonjour. Vous êtes le co-scénariste de cette série diffusée tous les lundis soirs sur Canal+, et dont la première saison se termine ce soir. Alors la politique réunit tous les ingrédients d'une bonne série télévisée, de l'intrigue, des fortes personnalités et aussi des trahisons. C'est tout cela qui vous a inspiré ? Oui, et puis l'idée de mettre en scène un duel est toujours très payant en fiction, parce qu'on a des personnalités qui s'affrontent, qui rêvent différemment, qui pensent différemment, et en même temps qui se connaissent sur le bout des doigts. Donc c'est très intéressant à traiter, ouais. Vous montrez les magouilles, les petits arrangements, les coups fourrés entre amis. Vous n'avez pas peur d'alimenter le discours du tous pourri qui est très populaire dans l'opinion publique? Si on avait montré que les magouilles, si, j'aurais eu peur. Mais quand on écrit sur la politique, on a une responsabilité. Et dans Baron Noir, il n'y a pas que les magouilles, il y a aussi les convictions qui sont très importantes. Et il y a même une forme de morale. Parce que si vous regardez tous les lundis Baron Noir, vous remarquerez qu'à la fin, il y a quelque chose qui se passe que je ne peux évidemment pas dévoiler, mais qui fait qu'on est toujours lesté par ces petits arrangements, justement. Le Parti socialiste, vous en avez fait partie en tant que militant. Est-il plus propice que les autres partis pour traiter du sujet, des divisions ?
D'une certaine façon, oui. Pas le Parti socialiste en tant que tel, mais la gauche dans son ensemble, oui, parce qu'elle se propose de transformer le monde et de le changer. Et donc, évidemment, entre le moment où on concourt pour la conquête du pouvoir et le moment où on est convoqué dans l'exercice du pouvoir, il y a une tectonique des plaques avec des frottements, quoi, et une différence qui est intéressante à traiter en dramaturgie. Ouais. Vous montrez aussi une génération issue du militantisme qui est confrontée à une autre génération issue plutôt des cabinets ministériels. On pourrait reconnaître quelques personnages dans cette série. Là encore, c'est un vrai parallèle avec la réalité. Oui, mais parce que c'est la réalité telle que je l'ai connue, en tout cas au Parti socialiste. C'est-à-dire, il y a beaucoup de familles, beaucoup de courants, comme on dit au Parti socialiste. C'est bien normal, il y a beaucoup de personnalités aussi, mais il y a, je crois, deux grands blocs, deux méthodes de formation. Il y a des hommes politiques qui viennent au Parti socialiste de l'école militante, des organisations étudiantes, voilà, du militantisme proprement dit, et d'autres qui sont venus avec François Mitterrand dans les cabinets ministériels à partir de 81, qui viennent des grandes écoles, dirons-nous. Voilà. C'est ces deux mondes qui se confrontent, qui finalement créent l'affrontement dans votre série? D'une certaine façon, oui. En tout cas, il y a de ça dans l'affrontement, ouais, bien sûr, parce que c'est deux écoles différentes, c'est deux façons de faire de la politique totalement différentes, et donc évidemment, il y a beaucoup à faire pour un scénariste, ouais. 2017 approche, est-ce que forcément ça vous inspire dans votre écriture, peut-être de la saison 2? L'ensemble du réel nous inspire avec mon co-scénariste Jean-Baptiste Delafont. On est à l'affût de tout ce qui peut se passer, on regarde beaucoup, on discute beaucoup. Évidemment que ça nous inspire déjà. Le débat précédent sur votre antenne m'inspirait déjà beaucoup. Justement, cette primaire de gauche, cette confrontation, finalement, confronter toutes ces opinions si différentes, est-ce que vous y croyez encore en tant qu'ancien militant? Alors moi, je ne commande pas la vie politique, voilà, donc j'écris de la fiction politique, mais je ne commande pas la vie politique réelle. C'est une règle qu'on s'est donnée, il faut la comprendre, sinon les gens, quand ils regardent, ils diraient « mais qu'est-ce qu'ils font eux ?» Voilà. Donc on a bien compris, vous avez beaucoup connu le Parti socialiste, c'était surtout ça l'objet de la première saison. Est-ce que dans la prochaine saison qui est déjà annoncée, on entendra aussi plus parler des autres partis, les Républicains, le Front National? Oui, c'est une volonté de notre part d'élargir petit à petit l'angle d'accroche de Baron Noir, mais on a commencé par s'ancrer dans un camp pour être vraiment dans la tête du personnage principal, qui est d'ailleurs filmé par le réalisateur Ziad Doueri, beaucoup à hauteur d'épaule. On est dans sa tête, on essaye de fomenter en même temps que lui les invente ses coups politiques. La prochaine saison, oui, on va élargir. Il n'y aura pas que le Parti socialiste. Aux États-Unis, ces séries politiques font florès depuis déjà pas mal d'années. En France, on a mis du temps à y venir. Vous êtes une des premières séries, peut-être après Les Hommes de l'ombre. On sait qu'il y a une série de Netflix aussi qui se prépare, Marseille. Marseille, ça aurait pu vous inspirer aussi, on imagine, avec tous ces personnages? Oui, bien sûr que c'est inspirant Marseille, mais on a pris dès le départ le parti de parler du nord de la France parce qu'on voulait aussi parler d'un monde dont on semble qu'il s'en va, mais en fait qui reste bien vivant et heureusement, c'est le monde ouvrier. Et donc, quoi de plus beau par ailleurs en cinéma que de filmer Dunkerque, ses paysages, sa plage, mais ses usines, et c'est bouleversant, je crois. Les images sont très très belles. Myriam El Khomri a dit qu'elle retrouvait beaucoup de réalité dans cette série. C'est le meilleur compliment qu'on pouvait vous faire? C'est elle qui le dit. C'est elle qui le dit. Je suis content qu'elle ait aimé en tant que spectatrice. J'espère qu'au-delà de la ministre du Travail, plein de spectateurs aiment. Et c'est les échos qu'on a, donc c'est super. Merci beaucoup Éric Benzekri. Et donc ce soir, les téléspectateurs auront donc exceptionnellement le choix entre On va plus loin sur Public Sénat pour la réalité ou Baron Noir sur Canal+ pour la fiction. Et il a lui aussi connu les intrigues au sein du Parti socialiste et aussi les affaires. Laurent Fabius va désormais siéger au Conseil constitutionnel. Une candidature validée par les parlementaires la semaine dernière. Je vous propose de revoir son audition et on se retrouve à 18 h pour une nouvelle session d'actualité et de débat. Merci. C'est vrai que mon parcours est connu. Peut-être puis-je revenir sur deux aspects de ce parcours qui vous intéresseront plus particulièrement par rapport aux fonctions que, le cas échéant, je vais remplir. Et puis peut-être dirai-je quelques mots, si vous le voulez bien, sur la façon dont je perçois le Conseil constitutionnel. Alors il faudrait, au début de chacune de mes phrases, ajouter si les commissions
etc. Je ne le ferai pas, non pas par présomption, mais pour gagner du temps. Et aussi, je dois dire que, pour des raisons évidentes, j'essaierai de répondre bien sûr à toutes vos questions, mais en même temps, je ne peux pas prendre une position trop claire sur des questions sur lesquelles je peux être amené, bien sûr, à prendre position dans mes fonctions futures et hypothétiques. Sur mon propre cheminement, je mettrai l'accent sur deux aspects. Au fond, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais une formation au départ littéraire, économique, juridique, et j'ai commencé mon parcours au Conseil d'État, où je me trouvais d'ailleurs avec M. Richard. Voilà. C'était il y a quelques années. Et donc j'ai appris le droit, la rigueur, l'indépendance nécessaire au Conseil d'État, et j'y suis resté 4 années au contentieux, comme on dit. À l'époque, j'appartenais à une sous-section présidée par Bernard Tricot, grand juriste, et qui a eu d'autres fonctions dans la République, et un homme tout à fait remarquable, et c'est lui qui m'a appris le droit. J'ai fait partie de ce qu'on appelle le centre de documentation du Conseil d'État. Je ne sais pas si ça existe toujours. Bon. Et donc, voilà, c'est un peu lointain, mais au fond, la formation qu'on y acquiert, elle demeure toute la vie. Et ce qui m'a frappé aussi, et c'est un point très important pour, au fond, toutes les fonctions qu'on peut exercer, c'est que le Conseil d'État, bon, au contentieux, il faut préparer des décisions, on est juge. Et évidemment, on apprend la jurisprudence, etc. Mais le point peut-être le plus intéressant, c'est que ça vous apprend, ça vous oblige à prendre la totalité d'un raisonnement pour aller du point A au point Z en examinant toutes les bifurcations possibles. Et cette façon de travailler, bien sûr, elle est absolument indispensable dans le domaine du droit, mais elle est très très utile dans tous les secteurs de la vie, parce qu'elle vous oblige à voir toutes les conséquences de ce que vous pouvez faire, non pas pour vous conduire à être paralysé, mais pour quand même anticiper un certain nombre de conséquences de ce que vous pouvez décider. En tout cas, donc, le droit, je dois dire que je n'ai pas depuis regardé tous les soirs le recueil de Bon, mais disons que cette formation, elle ne s'oublie pas, et que j'ai aimé la formation que j'y ai acquise. Ensuite, évidemment, comme ministre, comme Premier ministre, comme parlementaire, comme président de l'Assemblée, j'ai eu à pratiquer le droit, mais d'une autre façon. Mais donc, ce rôle de juge, je l'ai exercé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, d'un aspect évidemment moins connu de mon parcours, c'est l'aspect local. Parce que les choses sont ainsi faites que le national étouffe le local. Bon. Et comme j'ai eu la chance de pouvoir exercer beaucoup de fonctions nationales, mon ancrage local, il n'est pas connu. Enfin, connu peut-être de vous, et en particulier de l'un de vos collègues qui a été mon suppléant, mais en tout cas pas de la grande opinion. Or, j'y réfléchissais en préparant cette audition. Au fond, mon parcours, c'est parcours d'un élu national, puisque j'ai été élu député la première fois en 1978. Et les électeurs ont eu l'imprudence de... Enfin, c'est le jugement qui est souverain, de me réélire depuis, à chaque fois. Mais j'ai exercé des fonctions locales. J'ai donc été conseiller municipal, adjoint, maire, expérience extraordinaire. J'ai été conseiller général au moment où ça s'appelait encore comme ça. J'ai été président de région, mais pas dans le nouveau système, dans le système ancien. J'ai été président d'une agglomération, l'agglomération de Rouen, extrêmement intéressant aussi. Donc, je crois avoir fait la totalité du parcours local. Et je ferai la même réponse que celle que font
beaucoup d'entre vous, lorsqu'on les interroge, quelle est la fonction qui vous a le plus intéressé? Bon, c'est celle-là. Parce que on prend des décisions, on voit les conséquences de ces décisions. Alors que au niveau des grandes fonctions nationales ou internationales, je ne dis pas qu'on ne voit jamais les conséquences de ces décisions, heureusement on les voit. Mais dans certains cas, bon, c'est tellement diffus qu'on n'a pas cette sanction immédiate de l'électeur. Bon, on peut être élu local une fois par hasard, mais quand on est reconduit, il n'y a pas de hasard. Bon, et donc, pourquoi dis-je cela? Parce que je pense que si j'exerce des fonctions au Conseil constitutionnel, cette dimension-là de l'élu local, ça, je la garderai toute ma vie. Et donc, j'examinerai les décisions que nous aurons à prendre avec, d'une part, cette formation juridique que j'ai eu la chance d'acquérir, et puis cette dimension locale. En même temps, j'étais parlementaire, je dois vous prier de m'excuser, je n'ai été que député. Bon. Mais je fais partie de cette catégorie dont je ne sais pas si elle est nombreuse ou pas. Au fond, bon, quand on interroge les députés, il y a deux grandes catégories de députés par rapport à la question du bicamérisme. Ceux qui sont carrément contre, et ceux qui sont contre, mais ensuite qui vont devenir sénateurs. Donc, et moi, je fais partie de cette troisième catégorie, je ne sais pas si elle est nombreuse, je ne crois pas avoir pris position contre le Sénat, pour une raison assez simple, c'est que je suis partisan du bicamérisme. Alors là, je dois dire que je vous présente mes excuses, bon. Et je ne dis pas cela seulement parce que je suis devant vous, mais bon, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Alors on peut bien sûr critiquer les positions prises par les uns et par les autres, mais je trouve que dans notre démocratie telle qu'elle existe, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de blocage, le fait qu'il puisse y avoir un équilibre est intéressant et important. Et puis, évidemment, ça a une incidence sur notre sujet, notre thème, mais le Sénat, pas seulement récemment, mais depuis très longtemps, a un intérêt particulier pour les questions de liberté, de droit. Donc ça concerne au premier chef le Conseil constitutionnel, sur les questions aussi de collectivité locale, de décentralisation. Et donc tout ceci fait que, c'est une préparation, une propédeutique qui me paraît utile pour la fonction qui m'a été proposée. Donc voilà sur ma vie. Ensuite, sur le Conseil, bon, j'ai eu affaire à plusieurs reprises au Conseil constitutionnel, bien sûr. J'ai eu l'occasion 2 fois de nommer un représentant quand je présidais l'Assemblée nationale, que vous avez peut-être connu. J'ai nommé le professeur Jacques Robert, qui était un grand juriste, et ensuite le professeur Jean-Claude Colliard. Bon. Et donc à cette occasion, bien sûr, j'avais réfléchi aux conditions des nominations. Et bon, j'ai moi-même signé des recours, bien sûr. Il y aura des rapports nombreux avec cette institution, mais je ne peux pas dire que je la connaisse de l'intérieur. Je sais que ses membres sont en général des gens tout à fait éminents, et bon, c'est une occasion, bien sûr, de rendre hommage aux membres actuels et aux membres qui s'en vont. Bon, et en particulier ceux qui ont été désignés par le président du Sénat, mais plus largement tous ses membres, et au président qui s'en va, le président Debré. Sur le Conseil, bon, il y a plusieurs phases. Au départ, le Conseil, parlons franc, a été créé pour empêcher que le Parlement empiète sur l'exécutif. C'était ça l'idée. Bon, et puis ensuite, comme ça arrive dans l'histoire, les choses ont évolué pour des raisons certaines anecdotiques, dit-on, mais d'autres de fond. C'est la question de fond qui compte. Avec plusieurs phases essentielles. Bon, ce qui s'est passé en juillet 71, même si ça avait été préparé un petit peu à l'avance,
avec cette décision sur la liberté d'association. Voilà, c'était un changement considérable, puisque le contrôle ne se faisait pas simplement par rapport aux différents articles de la Constitution, mais par rapport à son préambule, au préambule de 46, et puis à la déclaration des droits. Évidemment, ça changeait énormément de choses. Alors la question est posée, peut-être reviendra-t-on là-dessus, est-ce que c'est un juge, pas un juge? Oui, c'est un juge, bien sûr. Un juge, c'est pas seulement un juge, mais c'est un juge. Donc les choses ont beaucoup bougé en 71, elles ont bougé à nouveau en 74, lorsque les 60 députés ou 60 sénateurs ont pu, à l'initiative, c'était à l'époque le président Giscard d'Estaing, saisir le Conseil, donc ça changeait beaucoup les choses. Et puis, disons, le troisième grand changement, même s'il y en a eu entre-temps, c'est l'affaire de la QPC. Le président Sarkozy, ça avait été auparavant proposé, ça n'avait pas pu prospérer, donc 2008, application en 2010, la QPC. Et pour préparer cette audition, bon, j'ai repris tout ça, j'ai essayé de me former un jugement, peut-être on en parlera, en tout cas je suis à votre disposition. Je pense que l'institution a été utile, bon, même s'il y a toujours des choses à compléter. Et donc, quand on rapproche ces deux éléments, à la fois mon parcours personnel et puis l'évolution du Conseil constitutionnel, je crois que l'expérience que j'ai acquise, l'indépendance que je porte, font que je peux être utile. Et finalement, c'est toujours la même idée, servir la République, les citoyens, même si c'est une fonction différente, puisque j'ai exercé la plupart des fonctions exécutives et législatives, et maintenant, c'est autre chose. Donc je l'ai souhaité, je le dis clairement, et lorsque le président de la République m'a proposé cela, eh bien, c'était un grand honneur, et cet honneur, la mise en application de cet honneur, dépend maintenant de vous. Voilà où j'en suis, et donc je suis vraiment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, même si, je le disais, je devrais normalement, pour ne pas être présomptueux, faire procéder avant chaque réponse de la formule « si ». Bien. Mais disons que par économie de moyens, comme on dit, je ne le ferai pas, mais enfin l'idée est là. Et en même temps, ne m'en veuillez pas, je n'ai pas une connaissance au jour le jour de tout ce que fait le Conseil constitutionnel. Bien sûr, je me suis mis à jour, j'ai rencontré le secrétaire général du Conseil, très compétent, et son prédécesseur aussi, mais disons que j'ai plein de bonne volonté pour apprendre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vais vous poser une première question. Le président Debré s'est exprimé publiquement pour évoquer les évolutions récentes, et notamment la question prioritaire de constitutionnalité, mais il a aussi envisagé l'avenir pour le Conseil constitutionnel. Et il a notamment souligné l'intérêt qui, de son point de vue, s'attacherait à ce que le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de conventionnalité. Je crois que ça intéresserait la Commission que vous lui fassiez part de votre sentiment sur cette question. Je donne la parole, si vous le permettez, oui, peut-être... Si vous le souhaitez, c'est peut-être plus commode. Oui. Alors, Madame Tasca. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, moi, je saisis l'opportunité de cette audition pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, toute l'admiration que m'inspire la façon dont vous avez rempli votre mission à la tête du ministère des Affaires étrangères. Je crois qu'avec vous, la diplomatie française a conforté sa dignité et aussi son ambition, ce qui est très important pour notre pays. Vous avez évoqué la grande réforme des QPC.
C'est en effet un changement assez considérable dans la mission du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez, même si vous l'avez dit, vous n'avez pas vécu de l'intérieur le Conseil ces dernières années, est-ce que vous pensez que cela pourrait conduire à une certaine réorganisation du Conseil constitutionnel, dans la mesure où ça change sensiblement le poids des charges qui sont les siennes? Et puis, nous vivons dans un ordre juridique qui est le nôtre, qui est l'ordre juridique français, mais également dans l'ordre juridique international, bien sûr, et notamment européen. Est-ce que cela peut, à votre avis, poser des questions particulières au rôle du Conseil constitutionnel? Merci, cher collègue. Monsieur Vassel. Merci, Monsieur le Président. Deux questions à Monsieur le Premier ministre. La première, est-ce qu'il vous est arrivé de considérer que le Conseil constitutionnel, par ses jugements, a rendu des jugements qui étaient plus en opportunité qu'en regard du droit constitutionnel? La deuxième question, c'est avoir votre sentiment. Alors, ce n'est pas en votre qualité de membre du Constitutionnel que vous pourriez y répondre le moment venu, mais peut-être de l'expérience qui est la vôtre, comme à la fois élu local et parlementaire et membre du gouvernement. Nous avons réformé le Conseil constitutionnel à une certaine époque, là, dans les 15 dernières années, qui a permis au Sénat d'être saisi en première lecture de tous les textes de loi qui concernaient donc nos collectivités locales. Moi, je fais partie de ceux qui pensaient qu'on aurait pu permettre au Sénat d'avoir le dernier mot sur tout ce qui concernait les institutions locales et nos collectivités locales. Est-ce que vous pensez qu'une telle évolution du droit constitutionnel qui permettrait au Sénat d'avoir le dernier mot sur ces sujets serait opportune ou non? Peut-être qu'on peut s'arrêter là, parce qu'après, je risque de ne pas avoir dans ma mémoire le détail des questions. Et alors, puis, on fera un... Très bien. Si ça vous convient. Oui, oui. Et puis, on fera une deuxième, non pas une deuxième salle, mais une deuxième série de questions ensuite. Merci beaucoup. Monsieur le Président, d'abord, pour faire suite à votre première intervention, oui, le Président Jean-Louis Debré, notamment dans les vœux, la réponse aux vœux qu'il a faite il y a quelques jours au Président de la République, a non pas livré un testament, mais livré un certain nombre de points sur lesquels il pense qu'il pourrait y avoir des évolutions. J'en ai noté 2 ou 3. Il cite cette question du contrôle, de la conventionnalité. Il s'interroge aussi sur la question de savoir si il ne pourrait pas y avoir les autorités administratives indépendantes qui saisiraient le Conseil. Et puis, il prend position sur la question bien connue des membres de droit, les anciens présidents de la République, etc. Bon, peut-être y aura-t-il des questions là-dessus, mais sur la question du contrôle de conventionnalité. Moi, encore une fois, sous bénéfice de l'expérience, parce que je crois qu'on peut avoir un certain nombre d'idées, on doit en avoir d'ailleurs, mais ensuite il faut regarder la réalité et se faire son jugement. Mais sur cette question-là, je suis plutôt, je dirais, du genre classique. Bon, il y a des organisations juridiques qui sont différentes dans chaque pays. Il y a des pays où il n'y a pas la séparation entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. Il y a des pays où il y a une Cour suprême. Bon, tel n'est pas le cas de la France. Donc il faut tenir compte, évidemment, de la réalité institutionnelle du pays auquel on appartient. Mais dans tous les cas, c'est tout à fait vrai, et je fais écho aussi à ce que dit Madame Tasca, puisque les choses se recoupent. La norme internationale, et singulièrement la norme européenne, devient de plus en plus importante dans nos vies. Donc la question est comment on concilie tout ça. Jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel dit, bon,
Contrôle de constitutionnalité, oui, mais contrôle de conventionnalité, non, pour simplifier. En revanche, les autres juridictions judiciaires, administratives, il peut y avoir un contrôle. Alors, certains disent, il y a des arguments pour ça, bon, il faudrait changer les choses, et ça pourrait se faire d'ailleurs par décision prétorienne. Le Conseil constitutionnel, compte tenu de l'importance maintenant de ces normes, doit pouvoir contrôler. Bon. Vous me demandez mon sentiment. Là, tel que, d'une part, le Conseil a fonctionné jusqu'ici, et dans l'état actuel des demandes d'analyse, je suis plutôt pour ce qu'on appelle le dialogue des juges. Le dialogue des juges, c'est une expression, vous le savez, qui était employée par Bruno Genevoix, qui a été mon collègue au Conseil d'État, qui était un puits de science, et qui ensuite a été secrétaire général du Conseil constitutionnel, quand Robert Badinter le présidait, et ensuite qui est revenu au Conseil d'État, il a dû présider la section du contentieux, et il a, comme commissaire du gouvernement, avant d'aller au Conseil constitutionnel, il avait élaboré la théorie dite du dialogue des juges, qui se différenciait de la thèse du gouvernement des juges. Bon. Et au fond, l'idée est la suivante. Il y a un contrôle de constitutionnalité, très bien. Il ne doit pas y avoir, dans la jurisprudence du Conseil, de contrôle de conventionnalité, mais en revanche, compte tenu de l'importance qu'a la norme juridique européenne, de la Cour de justice, tel ou tel élément, il doit y avoir de plus en plus un dialogue des juges. Je pense que c'est une approche assez pragmatique, mais je la crois assez juste. Et donc, aujourd'hui, au moment où je m'exprime, je crois que c'est dans cette direction du dialogue des juges qu'il faudrait aller. Ça n'empêche pas un certain nombre d'évolutions. J'ai vu par exemple qu'il y avait eu un renvoi, une question qui était posée par le Conseil constitutionnel à une autorité européenne. Donc tout cela existe. Et il faut toujours utiliser cette souplesse prétorienne. Mais en termes de grands principes, je pense qu'il faut plutôt en rester au contrôle de constitutionnalité. Madame Tasca, d'abord merci infiniment pour votre appréciation sur l'action diplomatique qui est maintenant derrière moi. Mais une remarque quand même. Je l'ai faite aussi, je dois vous le dire, devant vos collègues députés, qui me disaient, mais enfin, dans quel sens est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des évolutions? Alors, je me garde comme ça de dire, voilà, ça doit aller dans ce sens-là, dans ce sens-là. Mais il y a un point tout de même sur lequel je pense il faut qu'il y ait des évolutions. C'est ce que j'appellerais le rayonnement du droit français. J'ai vu ça en particulier dans mes dernières fonctions. Qu'est-ce qui fait le rayonnement de la France? Beaucoup d'éléments, la dimension économique, la dimension défense, la dimension principielle, la dimension etc. Mais la dimension juridique est extrêmement importante. Parce que dans le monde où nous sommes, celui qui fixe la norme, c'est une partie de son rayonnement qui en dépend. Or, nous sommes dans un monde compétitif où, de plus en plus, la norme est anglo-saxonne et le droit anglo-saxon. Et je pense que, pour simplifier le droit français et sans arrogance, doit pouvoir être défendu, étendu, en montrant la qualité de ses solutions. C'est quelque chose qui a commencé d'être fait, mais je pense et j'espère, et là peut-être que mon expérience précédente peut être utile, je crois que c'est une dimension extrêmement intéressante, qui peut prendre différentes formes. Alors, je le répète, sans arrogance. Il n'y a pas de sens de dire, voilà, le droit français doit s'appliquer, va s'appliquer à l'ensemble des pays. Non. Mais on doit pouvoir montrer, et sans artifice, que nos solutions, notre approche française du droit, droit constitutionnel et droit en général, est quelque chose d'utile. Et je pense que c'est un point sur lequel on devrait pouvoir insister.
Alors, Madame Tasca me demande si, compte tenu de la novation que représente les QPC, du premier bilan qu'on peut en tirer, est-ce que ça doit entraîner des réformes de l'organisation du Conseil, avez-vous dit, et vous pensez notamment à la question des charges. La réforme constitutionnelle date de 2008 et son application est de 2010. Donc, nous avons derrière nous 6 années de pratique. Je pense qu'il faudra faire un bilan et je crois que, pour ne pas attendre les calendes grecques, on pourrait déjà faire un bilan 10 ans après la réforme constitutionnelle elle-même, c'est-à-dire en 2018. Bon. De ce que je comprends, d'abord c'est un progrès indiscutable, parce que ça donne des droits nouveaux aux citoyens et ça permet d'examiner la constitutionnalité d'éléments qui sinon étaient interdits à toute vérification. Donc c'est positif. Au départ, il y avait de l'incertitude. Le nombre a été extrêmement fort au départ, et puis il semble qu'il y ait une stabilisation maintenant, et on peut la comprendre, cette stabilisation, parce qu'à partir du moment où de plus en plus de textes antérieurs auront été investigués, bon, même si le Conseil s'interdit d'investiguer au-delà de ce qui lui est demandé dans le cadre de la QPC, ça devrait réduire quand même progressivement un certain nombre d'éléments. Alors le Conseil s'est organisé pour ça, et l'une des traductions concrètes, c'est qu'il y a énormément de travail. Ça, c'est sûr. Puisque, j'ai là les chiffres, mais bon, en moyenne, on me dit que maintenant, les QPC, il y en a à peu près 70-75 par an. Bon, quand vous considérez que ce sont des questions souvent complexes, qu'il faut répondre dans les 3 mois, que jamais le Conseil n'a dépassé le délai qui lui a été fixé, au contraire, il s'efforce de juger plus rapidement, ça fait beaucoup de travail. Mais enfin, c'est normal. Est-ce qu'il y a des modifications dans l'organisation ? Le cas échéant, je verrai. Mais je pense que pour le moment c'est fait d'une manière satisfaisante. Enfin, c'est le jugement qui est porté. Alors, le président Debré, dans son mot pour le futur, a dit, mais je ne me rappelle plus la formulation exacte, peut-être faudrait-il que les autorités administratives indépendantes, notamment le défenseur des droits, puissent saisir le Conseil. Là encore, je voudrais me former mon jugement, mais spontanément, je ne suis pas trop favorable, je vous le dis. J'espère ne pas choquer les uns et les autres. D'abord parce que les autorités administratives indépendantes sont des autorités tout à fait remarquables, mais enfin, ce n'est pas le Parlement. Bon, c'est comme ça. Et en plus, il ne faut pas non plus trop charger la barque, si je peux dire. Bon. Donc, bon, travaillons bien sur les QPC. Alors, les QPC ont un succès considérable, y compris dans des affaires un peu spectaculaires. Bon. Bon, mais vous savez, la règle, moi, c'est celle que j'ai appris au Conseil d'État, c'est qu'il faut juger les affaires extraordinaires d'une manière ordinaire. Ça, c'est vraiment la règle. Et donc, il y a sûrement des amodiations, mais je ne pense pas qu'il doive y avoir de bouleversement dans l'organisation, puisque c'était votre question, Madame Tasca, du QPC. Et d'autre part, il faut dire que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment le fait que pour l'application, l'exécution des QPC, il a une jurisprudence très subtile, qui parfois d'ailleurs est surprenante, mais que je trouve logique. Par exemple, parfois, il dit qu'il faut appliquer un texte qu'il considère comme inconstitutionnel pendant la période intermédiaire. Parce que si on arrêtait du jour au lendemain, bon, c'est là où on voit qu'il est bon d'avoir à la fois des juristes, mais qui en même temps soient au fait des conséquences pratiques de ce qu'ils décident. Je pense notamment à la décision sur la garde à vue. Bon, si on avait arrêté du jour au lendemain, qu'est-ce qui arrivait? Bon. Donc,
pour le moment, enfin de ce que je vois, sans être encore un spécialiste, je pense que c'est satisfaisant. Après, l'ordre juridique européen, bon, j'ai donné quelques éléments de réponse dans ce que j'ai dit à l'intention du président en bas et de vous-même. Monsieur Vassel pose la question, j'ai du mal à me relire tellement j'ai écrit des pattes de Est-ce que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas en opportunité, parfois plutôt qu'en droit? Grande question. Et puis, on pourrait dans la même veine dire, mais est-ce que c'est une institution politique? Bon, je dirais que les décisions du Conseil sont, ou doivent être, non pas politiques, mais elles ont une portée politique, souvent. Bon, il y a une distinction entre les deux. Il faut se prononcer en droit, mais il faut éviter que le droit soit inopportun. Bon. Dans les qualités, la liste des qualités comme ça qu'il faut cocher, j'ai dit, l'indépendance, c'est important, l'expérience, la compétence et le bon sens. Alors, est-ce que le bon sens veut dire l'opportunité? Je n'en sais rien. Mais le droit est le droit en même temps. Et on ne peut pas tordre le droit. Et tel qu'a été fabriqué le Conseil constitutionnel, son travail, d'abord, c'est de vérifier la conformité à la Constitution. Bon, alors, il a étendu, la Constitution, ce n'est pas simplement les articles de la Constitution, c'est aussi le préambule, etc. Voilà, ne croyez pas que je m'en sorte par une pirouette, mais je vais citer Jaurès. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le président Debré, dans son dernier discours, faisait référence à Jaurès. Donc je peux m'autoriser la même liberté. Dans le discours fameux, vous savez, qu'il fait à la jeunesse en 1903, alors il décrit le courage. Bon, et il y a toute une série, une espèce d'énumération, qu'est-ce que c'est que le courage? Et à un moment, il utilise cette formule devenue célèbre, le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Au fond, c'est un peu la même chose. Bon, il faut absolument respecter le droit et comprendre le réel. Bon. Sinon, bon. Mais le droit, c'est le droit. Voilà. Le droit, c'est le droit. Et ce n'est pas à vous qui faites le droit. C'est pas vous qu'il faut convaincre. Mais parfois, dans l'opinion publique, c'est évidemment plus compliqué. Sénat, première lecture. Non, oui, collectivité locale, je vois le sujet. Alors, et c'est un sujet qui n'est pas abstrait, puisque notamment, je crois avoir compris qu'il y a eu une certaine polémique dans différentes occasions, et notamment à propos des cumuls. Bon, qui devait avoir le dernier mot, etc. etc. Bon, pas facile. Et je ne vais pas dire ni la position que je prendrai au cas où, ni revenir d'une façon critique sur la jurisprudence. Ce serait complètement déplacé de ma part. Mais je vois bien quels sont les deux éléments qui peuvent venir dans la contradiction. Et je pense notamment à la décision sur les cumuls et la question de savoir si ou non c'était un texte relatif au Sénat, etc. Bon. D'un côté, un certain nombre de personnes peuvent dire, écoutez, c'est un texte qui touche le Sénat, donc il est relatif au Sénat. Et les textes sont clairs, lorsque un texte est relatif au Sénat, ça a un certain nombre de conséquences sur la loi organique et il faut que ce soit voté conforme, etc. Ça, c'est une approche. De l'autre, et j'ai cru comprendre que c'est celle qui a prévalu dans la décision dont il s'agit, on dit oui, mais ça ne concerne le Sénat que si ça concerne l'équilibre des pouvoirs entre le Sénat et l'Assemblée. Donc, comme les dispositions sont les mêmes, que ce soit les sénateurs ou les députés, on ne peut pas dire que ça concerne le Sénat. Je ne vais pas trancher, mais j'ai bien compris que c'était ça les deux postulations. Bon, pour le reste, moi, je crois que le rôle du Conseil, c'est, je viens de le dire, d'appliquer les textes et de faire en sorte, en tout cas, que le Sénat soit entendu et respecté.
pas seulement parce que je vous ai dit ma conviction sur le bicamérisme, mais parce que, voilà, ce sont nos institutions. Le Sénat doit être entendu, et d'autant plus entendu que sur un certain nombre de sujets, il apporte, me semble-t-il, une philosophie, une approche qui est singulière, mais qui concourt à l'intérêt général d'une façon éminente. Merci, Monsieur le Premier ministre, de ces réponses très approfondies. Nous avons maintenant le président Mézard. Alors, on fait comme vous le souhaitez. 3 collègues vont vous poser leurs questions et puis nous ferons un ultime échange. Volontiers, Président. Alors, président Mézard. Monsieur le Premier ministre, je ne vous reposerai pas la question sur le bicamérisme. Vous l'avez posée il y a peu et vous venez de nous répondre à nouveau. Je ne vous poserai pas la question sur les autorités administratives indépendantes. Vous avez fait la réponse et je suis heureux de cette réponse. Et en ce qui concerne la 3e question sur ce qui s'est passé pour le cumul, votre réponse nous laisse ni dans l'espoir ni dans le désespoir. C'est exact. J'aurais 2 questions. Une sur la saisine du Conseil constitutionnel, parce qu'il est aujourd'hui plus facile de saisir le Conseil constitutionnel, certes après un filtre dans le domaine des questions prioritaires de constitutionnalité, que de trouver 60 parlementaires pour faire un recours. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait une évolution à ce niveau-là, et par exemple, c'est un exemple, mais ça pourrait être autrement, de considérer qu'un groupe parlementaire peut saisir le Conseil constitutionnel, mais c'est une idée comme une autre. Deuxième, parce que c'est difficile, quand on n'est pas dans un des 2 grands groupes, de trouver 60 signatures, j'en sais quelque chose, je l'ai fait... Je vois là votre formation Conseil d'État, mon cher collègue. Deuxième question, c'est sur l'évolution du Conseil constitutionnel lui-même. D'ailleurs, vous y avez déjà fait allusion. La question qui se pose est de savoir si l'on va vers une sorte de Cour suprême. Et est-ce que quel est votre avis là-dessus? Et vous avez dit d'ailleurs, ça me permet de relier les 2 axes de cette question, vous avez dit ce qui est important, et je le crois aussi, c'est l'image du droit français dans le monde. Nous avons une tradition, et cette tradition, elle repose beaucoup sur les droits de l'homme. Et il y a quand même un débat aujourd'hui sur la question des libertés individuelles. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 parle des libertés individuelles. Et au fil des ans, on a eu une évolution autour de l'article 66 de la Constitution vers la notion de la liberté individuelle. Et vous savez où je veux en venir, par rapport d'ailleurs à des expressions récentes de la Cour de cassation, c'est qui est le primat de nos grandes institutions sur la question des libertés individuelles. Et je crois que par rapport à la question de l'évolution vers ou non un système de Cour suprême, je crois qu'on est au cœur du débat. Merci, cher collègue. Monsieur Portelli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous poser 2 questions, une de fond et une autre de déontologie. Il a été remarqué à plusieurs reprises dans le débat que l'évolution de ces derniers temps, liée d'une part au développement du contrôle de conventionnalité, d'autre part à l'introduction des questions prioritaires de constitutionnalité, pose la place du Conseil constitutionnel. Alors, il faut se situer aussi du point de vue de ceux qui saisissent le Conseil, qu'ils soient parlementaires ou praticiens du droit. Ils ont noté que la Cour de cassation met la priorité, la primauté sur le contrôle de conventionnalité par rapport au contrôle de constitutionnalité. Et puis ils notent aussi que pour eux, le contrôle de constitutionnalité, c'est une opportunité de procédure entre lesquelles ils arbitrent.
Tantôt, ils préféreront aller à la conventionnalité, tantôt à la constitutionnalité, et ils ne se tourneront vers le Conseil constitutionnel qu'aussi longtemps que le Conseil fera preuve de la célérité qu'il a aujourd'hui en matière de jugement des affaires qui lui sont soumises. Or, nous avons noté ces derniers temps certains signes inquiétants. Le Conseil a certes des questions prioritaires de constitutionnalité à examiner, mais il a aussi les saisines du Parlement. Et ces saisines se sont diversifiées. Nous avons par exemple aujourd'hui aussi l'évaluation des études d'impact. Or, nous avons remarqué ces derniers temps, à plusieurs reprises, que le Conseil n'avait pas eu matériellement le temps de faire sérieusement son travail sur l'évaluation des études d'impact. Et pour nous, c'est un vrai problème. D'où la question que je vous pose, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous pensez, en tant que futur président, si vous êtes élu, est-ce que vous pensez que le Conseil aujourd'hui a les moyens matériels et humains d'exercer toutes ses fonctions? Et j'en arrive à ma question déontologie, que je pose au futur président du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, est-ce que vous vous engagez à faire en sorte que le président du Conseil constitutionnel soit le président nommé par le président de la République et non pas le secrétaire général du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous vous engagez, en tant que président du Conseil constitutionnel, si vous êtes nommé, à ne pas saisir les groupes parlementaires pour leur demander de ne pas déposer de saisine, à ne pas déjeuner avec des parlementaires pour leur demander de déposer ou de ne pas déposer des amendements à des lois en cours de discussion au Parlement? Et que ferez-vous lorsque des lois qui sont examinées par le Conseil ont été traitées par vous, à un titre ou à un autre, en tant que Premier ministre ou en tant que ministre de la République? Merci. Merci, chers collègues. Enfin, Monsieur Lecomte, puis Monsieur Fabius répondra aux trois intervenants qui viennent de s'exprimer, qui viendront de s'exprimer quand vous l'aurez fait, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. L'évolution du Conseil a été souvent évoquée lors de cette audition, puisqu'au début, il était considéré comme un simple régulateur de l'activité des pouvoirs publics. Est-ce que les évolutions depuis 1962 pourraient conduire aujourd'hui le Conseil constitutionnel, face à une saisine comme celle du président du Sénat en 1962 sur un usage de l'article 11 pour modifier la Constitution, à évoluer par rapport aux décisions de 1962, compte tenu de l'évolution du rôle du Conseil constitutionnel, alors que la saisine portait sur l'usage de l'article 11 pour faire passer une loi qui avait finalement vocation à changer la Constitution sans passer par l'article 89 qui est chargé de cela. Est-ce que vous considérez que les évolutions du Conseil feraient évoluer une décision aujourd'hui du Conseil sur ce sujet? La deuxième est un peu en opposition ou dans le même esprit que celle de Hugues Portelli. L'article 89 précise qu'on ne peut pas changer la Constitution lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. On comprend bien pourquoi. Et la question que je souhaiterais vous poser sur ce sujet, c'est compte tenu des arguments de menaces qui sont utilisés aujourd'hui pour justifier la réforme constitutionnelle en cours. Est-ce que vous considérez qu'il y a une contradiction entre cette partie de l'article 89 de notre Constitution et l'engagement d'une réforme constitutionnelle dans le contexte de guerre que le gouvernement rappelle souvent? Je vous remercie. Monsieur sur le le Premier premier ministre. point, est-ce que vous pouvez répéter, parce que je n'ai pas très bien compris, la première de vos observations? La première question? Oui. La première question, c'est de savoir si, compte tenu de l'évolution du rôle du Conseil constitutionnel depuis 1962, vous considérez que la réponse que le Conseil constitutionnel a fait à l'époque au président du Sénat, qui en fait, souhaitait l'avis du Conseil sur l'usage par le président de la République de l'article 11 de la Constitution pour par une loi soumise à référendum, modifier la Constitution sans passer par l'article 89. Est-ce que vous considérez que les évolutions et les décisions du Conseil, et je pense en particulier à celles qui ont eu lieu au moment du référendum de 2005, font qu'aujourd'hui,
le Conseil aurait une attitude différente que de considérer que finalement le peuple est souverain tel qu'il peut être constituant à lui tout seul, en dépit de tout ce qu'il y a dans la Constitution. Merci. Excusez-moi, j'avais pas saisi. Maintenant, je comprends. Alors, je vais prendre... Voilà, d'abord, merci. Le président Mézard, s'est concentré sur deux questions. La saisine et puis l'évolution du Conseil constitutionnel, Cour suprême, etc. Sur la question de la saisine, vous dites désormais il est plus facile de saisir par une QPC que de réunir les voix nécessaires, 60, pour avoir la saisine. Il y a quand même des conditions précises pour que la QPC prospère. Ces conditions, vous les connaissez, et elles font que, jusqu'à présent, on s'est stabilisé, je crois, autour de 70. Bon, il faut que le motif soit sérieux, il faut que ce soit applicable, enfin, vous connaissez ça. Il faut éviter, évidemment, que la QPC soit un moyen dilatoire. Et de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui a été trouvé. Au départ, de ce que j'ai cru comprendre, la Cour de cassation était un petit peu réticente. Bon, et puis maintenant, les choses se sont stabilisées. Et le filtrage par la Cour de cassation d'un côté, par le Conseil d'État, apparaît satisfaisant. Les délais sont respectés, les 3 mois. Je crois qu'il est arrivé 2 ou 3 fois simplement que les délais ne soient pas respectés, auquel cas automatiquement le Conseil a été saisi. Et il s'agit bien évidemment d'ouvrir ce droit nouveau aux citoyens, mais c'est le sens de ce que je disais par rapport aux autorités administratives. Il s'agit non plus de pas faire en sorte que tout ça soit tellement largement ouvert que ça devienne impossible à traiter. Alors, l'autre volet, c'est les 60. Bon. J'hésiterais à faire dépendre cela de la notion de groupe parlementaire, parce que de mes souvenirs de président de l'Assemblée nationale, je crois que la notion de groupe parlementaire est assez évolutive. Et d'ailleurs, c'est probablement vous-même qui devez le décider, et pour des raisons que seule la voûte céleste permet de comprendre, ça tend, comme me le soufflait le président Bas à juste raison, plutôt vers la diminution que vers l'extension. Bon. Et puis, je crois que sans que ces règles soient coulées dans le bronze, il faut tout de même qu'il y ait un chiffre qui soit défini, qui ne dépende pas de situation politique qui elle-même peut changer. Donc, moi, si vous voulez, je crois que la question du nombre des parlementaires nécessaires pour opérer la saisine est une question en soi, qu'il ne faut pas faire dépendre de la procédure QPC. Ce sont 2 procédures différentes. Mais voilà. Donc, en tout état de cause, c'est aux constituants à le décider. Et donc, je reprends tout à fait la formule que vous avez très gentiment prononcée pour une autre de mes réponses. Il n'y a ni espoir ni désespoir. En ce qui concerne l'évolution du Conseil constitutionnel, Cour suprême. Bon, la Cour suprême des États-Unis est une grande institution, mais c'est une tradition tout à fait différente. Et je ne vois pas honnêtement que nous lancions dans un bouleversement de l'organisation institutionnelle française où on fusionnerait la Cour de cassation, le Conseil d'État, on mettrait tout ça sous la dépendance du Conseil. Bon, donc, moi je pense qu'il faut, là aussi, qu'il y ait un dialogue des juges, mais je pense finalement que l'équilibre français est assez satisfaisant.
Alors, pour ce qui concerne qui a la primauté sur la liberté individuelle, grande question. J'ai cru comprendre qu'il y a eu des déclarations récemment de telle ou telle autorité de la Cour de cassation se prononçant là-dessus. Bon, pour des raisons que vous comprendrez très bien, Président Mézard, je ne veux pas à ce stade trancher là-dessus. Simplement, je voudrais dire, de la façon la plus nette, que j'ai tout à fait conscience de l'attachement du Sénat, et en particulier de cette commission, à la protection des libertés publiques. Et j'observe, c'est incontestable, que dans le travail parlementaire, la contribution de votre commission et du Sénat en général est tout à fait éminente. Et je voudrais citer deux exemples récents qui sont incontestables. Concernant la loi relative au renseignement, donc ça date de l'été 2015, il fallait renforcer les capacités d'action des services et en même temps garantir qu'on ne porte pas atteinte excessive aux droits fondamentaux de nos concitoyens. Et un de mes collaborateurs m'a montré une petite étude sur ce qu'avait fait le Sénat pour inscrire les activités de renseignement au cœur des principes juridiques fondateurs. Et je pense que vous avez fait un travail de ce point de vue-là que je considère comme exemplaire. Donc ça, on est dans le concret. Et de même, en ce qui concerne l'état d'urgence, je ne veux pas me prononcer là-dessus parce qu'on va avoir des éléments d'application, mais disons, pour le passé, les travaux du Sénat sur les deux lois de prorogation de l'état d'urgence ont montré votre souci constant des libertés publiques de nos concitoyens. Et évidemment, cette préoccupation du Sénat, ça se rattache directement au cœur de l'activité du Conseil constitutionnel. Donc, tout ce qui ira dans ce sens-là, je pense que ce sera excellent. Je ne veux pas être plus précis, Président, et vous le comprendrez aisément. En ce qui concerne M. Portelli, contrôle constitutionnalité, contrôle conventionnalité, et votre approche est, j'espère que vous ne serez pas heurté par ce genre, très intéressante parce qu'elle est pratique. Vous dites, bon, c'est très bien, mais est-ce qu'on a les moyens pratiques, etc. Bon. Et en particulier la question de la célérité du jugement. Pour le moment, des chiffres que j'ai, et qui sont certainement exacts, les choses sont satisfaisantes, me semble-t-il. À la fois parce que la Cour de cassation et le Conseil d'État ont respecté les délais, et parce que le Conseil constitutionnel a respecté les délais. Donc on ne peut pas dire que le fait qu'il y ait un contrôle de constitutionnalité et pas de contrôle de conventionnalité ait été mis en défaut parce que les délais n'étaient pas respectés. Mais il faudra être très vigilant. Et je ne pense pas que cela puisse jouer pour la juridiction administrative parce que les choses sont ainsi faites qu'une affaire ne va pas être instruite tant que la question du contrôle ne sera pas résolue. Je lisais dans un journal de ce matin que, en ce qui concerne l'ordre judiciaire, ça pouvait poser des problèmes parce qu'il y avait des audiencements qui étaient prévus, qui tout d'un coup étaient impossibles, parce que des juges avaient prévu un certain calendrier, que tout d'un coup était bouleversé. Donc peut-être là, y aura-t-il quelque chose à faire. Mais en tout cas, pour le moment, ayant consulté pas mal de personnes avant cette audition, on ne m'a pas souligné une difficulté particulière. S'il y en avait une, il faudrait bien sûr y répondre. Je suis plus préoccupé, donc ça, s'il m'est donné de le voir, je le verrai, parce que vous me dites sur les études d'impact, parce que, bon, c'est pas très facile, bien sûr, à opérer, mais là aussi, il faut respecter la loi. Les moyens, nous sommes tous économes des deniers publics, mais enfin, il faut aussi que les institutions de la République puissent fonctionner correctement. Je sais qu'il y a beaucoup de travail au Conseil constitutionnel, ça, tout le monde me le dit, et que par rapport à une époque antérieure, les choses sont probablement différentes.
Mais aucun de ceux qui sont pressentis, m'a-t-il semblé, pour y siéger, ou de ceux qui actuellement y siègent, ne rechigne à travailler. Bon. En même temps, il faut disposer des moyens nécessaires. Je vous ferai une réponse très concrète de la part de quelqu'un qui a dirigé, bien sûr, de grandes administrations. Le président, si j'ai compris, il faut que ce soit le président et non pas quelqu'un d'autre. Hein, c'était ça, en gros. Écoutez, que puis-je vous répondre? D'une part, que la réputation des personnes qui travaillent au Conseil constitutionnel est excellente, et que s'agissant de la mienne, je n'ai pas la réputation de ne pas exercer les fonctions qu'on me confie. Bon, ça, il n'y a pas de difficulté à se mettre d'accord là-dessus. Bon, parfois, on me reproche d'exercer des fonctions qu'on ne m'a pas confiées. Ça, non, non, ça, non. Ça, Dieu m'en garde, et la Constitution. Mais celle qu'on me confie, j'essaierai. J'essaierai. Bon. Et puis alors, et nous avions un aparté avec le président Bas, je ne vois pas du tout à quelle pratique vous faites allusion. Il ne faut pas déjeuner, etc. Bon, là aussi, bon, il faut être très attentif. D'un côté, bon, l'indépendance, c'est l'indépendance. De l'autre, bon, nous sommes dans une société ouverte. Bon, et je ne voudrais pas, lorsque je saluerai Hayès dans le futur tel ou tel d'entre vous, que ce soit perçu par vous comme une atteinte à votre indépendance ou à la mienne. Bon, bon, mais je pense qu'on porte ça en soi. Et puis, au Conseil constitutionnel, il y a quand même une précaution. Je ne sais pas qui disait, c'est que, compte tenu des conditions d'âge et d'autres dans lesquelles on est élu, on n'a rien à atteindre et rien à attendre et rien à redouter. Bon, c'est assez juste. Donc c'est un bon adjuvant pour l'indépendance. Supposez même qu'on n'ait pas une disposition spontanée pour cette indépendance. Et on ne peut pas être renouvelé. Donc voilà. Alors, se déporter, oui, bien sûr. Lorsqu'il y aura une question qui viendra et, par exemple, une loi que j'aurais portée, bon, je ne pourrais pas siéger. En même temps, faisons attention à la jurisprudence, j'ai regardé ça, qui a dit que le fait qu'on ait été, je ne pourrais pas répéter par cœur, mais enfin, le fait qu'on ait été associé à tel ou tel élément d'une délibération ne signifie pas automatiquement qu'on doive se déporter. Hein. Et on le comprend, parce que sinon, compte tenu de la composition du Conseil, on a du mal à trouver. Bon. Donc, c'est une discipline qu'on doit s'appliquer. En ce qui concerne les QPC, c'est pas seulement une discipline, il y a une règle de droit. Si une révocation est demandée par une des parties, ou bien vous l'acceptez de vous-même, ou bien si vous ne l'acceptez pas, les autres membres du collège délibèrent pour savoir si vous pouvez participer ou non. Voilà. Mais il faut être très, très attentif à tout cela, parce que, et ça c'est un principe qui vaut pour la justice en général et pour le Conseil constitutionnel en particulier, il ne faut pas que la décision soit seulement juste, il faut qu'elle soit perçue comme juste. Hein. Et donc, il faut être très attentif, et je dirais très prudent sur ces matières de déontologie. Monsieur Lecomte. Ah oui, excusez-moi. Monsieur Lecomte, qui a posé la question 62, article 89, etc. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, et soyons attentifs au fait, là aussi, que je ne vais pas prendre de position sur des sujets sur lesquels je pourrais, à Hayès, avoir à me prononcer si je rejoins le Conseil. Mais je crois qu'il a été reconnu que la loi qui est votée directement par le peuple français, le référendum, est d'une portée peut-être différente dans le contrôle qu'elle permet que la loi, si je puis dire, ordinaire. Et je pense qu'il serait difficile de revenir sur cette approche. Parce que le peuple est le peuple, vous êtes les représentants du peuple, mais quand il y a une expression directe, évidemment, ça a une force particulière. En ce qui concerne
les questions de l'article 89, etc., etc. Là, et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, Monsieur le Comte, mais le Conseil, non seulement risque, mais va sûrement être saisi des textes d'application de tout cela. Donc, je ne voudrais pas me trouver dans une position en porte-à-faux, compte tenu même de ce que je viens de répondre à Monsieur Portelli. Voilà, mais soyez sûr en tout cas que ces questions, si elles doivent être examinées, soient examinées avec à l'esprit à la fois la défense des libertés publiques, de manière extrêmement étroite, et le Sénat a évidemment un rôle éminent à jouer en ce sens, et en même temps le fait que vous êtes bien conscient, chacun est bien conscient du fait que l'État doit fonctionner et continuer à fonctionner, y compris dans les périodes aussi difficiles que Il est 18h et vous regardez Public Sénat. Voici les titres de Sénat 360. Premier round de négociations aujourd'hui sur l'avenir de l'assurance chômage. Pour réduire le déficit de l'UNEDIC, plusieurs pistes d'économie sont avancées. On en débattra dans ce journal. Autre sujet qui divise, la réforme du Code du travail. Manuel Valls est en déplacement à Mulhouse pour défendre cette réforme aux côtés de Myriam El Khomri et d'Emmanuel Macron. Le recours au 49.3 n'est ni souhaitable ni nécessaire, a déclaré la ministre du Travail. Reste donc à convaincre une majorité. Le chef de l'État, François Hollande, en déplacement, lui, en Polynésie française, pour notamment évoquer l'indemnisation des victimes des essais nucléaires menés pendant 30 ans dans l'archipel par l'État français. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Nous irons dans cette édition retrouver Saveria Rojek en direct du siège du MEDEF où se tiennent les négociations sur l'avenir de l'assurance chômage. C'est le multiplex de Sénat 360. Manuel Valls, Myriam El Khomri et Emmanuel Macron en mission déminage en Alsace où ils sont aujourd'hui pour défendre le projet de réforme du Code du travail. Un projet critiqué à gauche et dans le monde syndical. Les explications de Faustine Saint-Geniès. 3 pompiers du gouvernement au chevet du projet de loi sur le travail. À l'usine de Solvay dans le Haut-Rhin, Manuel Valls, Emmanuel Macron et Myriam El Khomri sont venus rencontrer des apprentis et des salariés, mais surtout faire le service après-vente des mesures économiques du prochain texte phare du gouvernement porté par la ministre du Travail. Il y a ce qui est pragmatique et efficace. Il y a le devoir de tout faire pour l'emploi, pour la compétitivité et pour faire baisser le chômage. Il faut bouger. Il y en a qui sont encore au 19e siècle. Parmi les mesures les plus controversées de ce texte, l'assouplissement du licenciement économique et celui des 35 heures. Les opposants à cette réforme y voient un texte de droite, comme ces syndicalistes qui ont réservé un comité d'accueil au ministre ce matin. Qu'est-ce qu'a la gauche contre les travailleurs français, tout simplement? On voit qu'elle écoute constamment le MEDEF et les propositions du MEDEF, alors que les propositions du MEDEF et ce qui est mis en place, que le MEDEF a demandé, n'a jamais favorisé l'emploi. Pour le trio de ministres, le travail de déminage s'annonce difficile, même au sein du PS. La section de Mulhouse n'hésite pas à dire tout le mal qu'elle pense de cette réforme. C'est une régression sociale, hein. C'est vécu tel quel. Hein. Et ça, comment dire, en plus, rajouté par un 49.3 qui est envisagé, c'est inacceptable. Hein. Donc, ça donne vraiment l'impression de ne pas entendre les citoyens, de ne pas entendre les électeurs de gauche, de ne pas entendre les militants et surtout de ne pas entendre les députés. Myriam El Khomri ne juge pas souhaitable le recours au 49.3. Elle doit présenter son projet de loi sur le travail le 9 mars, en Conseil des ministres. François Hollande en visite en Polynésie française aujourd'hui. Un déplacement attendu notamment sur le dossier des indemnisations pour les victimes des essais nucléaires menés pendant 30 ans dans cet archipel. Géraldine Bavoilo. Accélérer les indemnisations des victimes des essais nucléaires, c'était l'une des promesses du candidat Hollande en 2012. 193 essais nucléaires ont été conduits par la France entre 1966 et 1996 dans le Pacifique. Et les conséquences sur la population se sont révélées ravageuses. L'État a reconnu une part de sa responsabilité avec la loi Morin en 2010. Elle prévoit l'indemnisation des victimes. Mais pour être indemnisé, il faut démontrer avoir reçu directement des radiations. Et il est très difficile de prouver le lien entre pathologie et essais nucléaires. Ces victimes, qu'elles soient vétérans ou population polynésienne, ont donné naissance à énormément d'enfants mal formés, handicap, maladies, cancers, parce qu'il y a une atteinte de l'ADN, une atteinte du génome,
Et cette atteinte du génome va se perpétuer sur des générations et des générations. Seulement une vingtaine de dossiers sur 1 millier ont pu aboutir. Les associations veulent que le principe de présomption de causalité soit attribué à ces victimes. Des retombées radioactives sont encore découvertes régulièrement. Une primaire à gauche, l'idée fait son chemin. Après un appel signé d'intellectuels et d'hommes politiques, Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti socialiste, envisage une primaire l'hiver prochain, mais ses modalités font débat. Stéphane Amagnan. Socialistes, communistes et écologistes s'entendent sur le principe, une primaire de la gauche en vue de 2017. Une consultation de toute la gauche qui sera toutefois difficile à mettre en œuvre. Car le calendrier fait débat. Pour Pierre Laurent, la primaire doit avoir lieu à l'automne 2016, ce que refuse le Parti socialiste. Tout le monde sait, et Pierre Laurent le premier, que le président de la République ne va pas se déclarer au mois de septembre. Parce qu'il pourrait la perdre. Et il fait quoi après d'octobre, novembre, décembre, jusqu'au moment de l'élection présidentielle? Jean-Christophe Cambadélis veut donc retarder l'échéance en décembre ou en janvier. Autre difficulté, la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Le député européen a décidé de faire cavalier seul. Une candidature qui secoue le front de gauche. Pierre Laurent a invité Jean-Luc Mélenchon à revenir dans un processus collectif. Objectif, unifier la gauche. Du côté des écologistes, Cécile Duflot s'était prononcée pour la primaire dès le mois de janvier. Une position qui n'a pas changé malgré l'entrée au gouvernement d'Emmanuel Cos. François de Rugy plaide aussi pour une primaire de la gauche et n'écarte pas une éventuelle candidature. Mais quel que soit le casting et le calendrier, reste une grande inconnue, la candidature ou non de François Hollande, une candidature qu'il a conditionnée à la baisse du chômage. Semaine décisive à Calais. Dès demain, une partie des migrants qui occupent la jungle de la ville va être évacuée. Ils seront relogés dans des centres d'accueil provisoires. Les associations dénoncent une solution qui ne résout rien. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, vient de s'exprimer à ce sujet et veut les rassurer. On l'écoute. J'ai demandé à la préfète du Pas-de-Calais de procéder dès cette semaine à la mise à l'abri de tous les migrants vivant encore dans la zone sud de la Lande, en procédant de façon progressive, bien entendu, et en privilégiant à chaque instant le dialogue, la persuasion et l'information des migrants par la montée en puissance de nos maraudes. Cette opération se fera dans le respect des personnes, bien entendu, comme nous l'avons toujours fait depuis des mois. Et nous prenons maintenant la direction du siège du MEDEF à Paris pour rejoindre Saveria Rojek qui suit pour nous cette première journée de négociation sur l'assurance chômage. Des négociations dans un contexte très tendu, Saveria. Oui, Jérôme, c'est effectivement dans un contexte plutôt tendu qu'a débuté cette première journée de négociation. À l'arrivée, tous les syndicats n'avaient d'ailleurs qu'un seul mot à la bouche, la réforme du Code du travail dévoilée la semaine dernière, un texte libéral, une provocation, comme l'ont rappelé tous les syndicats. Et à la sortie, à l'issue de cette première journée de négociation, c'est la même chose pour les syndicats. Il sera difficile de trouver un accord sur le droit des chômeurs alors que le gouvernement s'attaque aux droits des travailleurs. Alors concrètement, un calendrier de réunion a été fixé, 5 dates d'ici la mi-mai. La méthode de travail a également été discutée avec une lettre de cadrage qui sera rendue publique. Mais sur le fond des propositions, pas grand-chose pour les syndicats, on le sait, et la CGT l'a redit tout à l'heure à l'issue de la réunion. La ligne rouge, c'est la baisse de l'indemnisation. Pour le MEDEF, au contraire, le maître mot, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Prochaine réunion donc pour les partenaires sociaux le 8 mars et on devrait donc à cette date, lors de cette réunion, entrer enfin dans le cœur des négociations. Alors cette réforme de l'assurance chômage sera l'objet de notre débat dans un instant, mais avant, je vous propose de regarder les enjeux de cette négociation résumés pour vous par Lola Palmier. Au siège du MEDEF, le compte à rebours est lancé. Les partenaires sociaux ont 4 mois pour se mettre d'accord sur les règles de l'assurance chômage et combler le trou de l'UNEDIC. Une dette record de 25,8 milliards d'euros en 2015. Une dette qui en période de crise augmente mécaniquement. On a moins de cotisations et donc davantage de dépenses d'indemnisation. Ainsi, si les comptes de l'UNEDIC étaient encore dans le vert en 2008, la dette pourrait atteindre les 35 milliards d'euros en 2018. Dans ce contexte, les directives du gouvernement sont claires. Il faut trouver 800 millions d'euros d'économies rien qu'en 2016. Plusieurs pistes sont envisagées par les partenaires sociaux. La première, raccourcir la durée d'indemnisation.
En France, elle est de 2 ans pour les moins de 50 ans et de 3 ans pour les plus de 50 ans. Le patronat propose de relever ce seuil à 55 ans, ce qui permettrait d'économiser 450 millions d'euros. Deuxième option, jouer sur le montant des indemnisations en réintroduisant la dégressivité. La mesure, déjà mise en place en France entre 1992 et 2001, est jugée inefficace par la plupart des économistes et des syndicats. Des syndicats qui souhaitent faire payer les entreprises ayant un recours systématique aux contrats précaires en taxant les contrats courts. Selon la Cour des comptes, augmenter d'1 point la cotisation patronale sur les CDD et l'intérim rapporterait 400 millions d'euros. Les discussions entre patronat et syndicats s'annoncent donc extrêmement tendues. Ils ont jusqu'au 30 juin pour trouver un accord, sinon ce sera au gouvernement de trancher. Et pour débattre de ces négociations, j'accueille sur le plateau nos 3 invités. Jean-Michel Potier, vous êtes vice-président de la CGPME. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Sophie Binet, dirigeante confédérale de la CGT. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Charles Simon, économiste, président de Facta Media et, je le précise, ancien responsable au MEDEF. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 26 milliards de dettes. Est-ce qu'on peut continuer, Sophie Binet, de fonctionner comme avant sur l'assurance chômage ? Alors je pense que déjà la dette, c'est important de la relativiser et de la ramener à la dette publique française. Donc la dette de l'assurance chômage représente 1% de la dette publique qui s'élève à 2000 milliards, 1% de PIB également. Et ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte où nous avons 6,5 millions de personnes qui sont privées d'emploi. Et contrairement à tout ce qui est raconté sur le système d'assurance chômage qui serait soi-disant le plus généreux en France d'Europe, c'est totalement faux, puisque je rappelle qu'en France, seuls 43% des demandeurs d'emploi sont indemnisés et que sur ces indemnisations, 40% des femmes qui sont indemnisées touchent moins que le seuil de pauvreté, touchent moins que 900 € par mois d'allocation. Donc pour nous, ce qui est clair pour la CGT, c'est qu'il faut trouver de nouvelles ressources pour l'assurance chômage, mais que ça ne pourra pas se passer par une baisse des droits des demandeurs d'emploi. Donc nous avons d'ores et déjà fait 3 propositions précises, chiffrées, qui permettent de financer le déficit du régime et même d'améliorer le système de protection des demandeurs d'emploi. Je pourrais y revenir dans un deuxième temps. On va évoquer ces pistes dans un instant, puisque vous étiez présente à cette réunion, tout comme Jean-Michel Potier. L'ambiance côté patronat était très tendue. L'UPA, qui représente les artisans et les commerçants, est sorti au bout de 10 minutes de négociation. Oui, c'était pour un motif périphérique à la négociation. L'UPA conteste les nouvelles règles de représentativité patronale qui sont inscrites dans le projet de loi de Mme Myriam El Khomri, et donc en protestation sur ce projet de loi, et des règles de représentativité patronale qui mixent à la fois le nombre de salariés employés dans les entreprises adhérentes et le nombre d'entreprises adhérentes. L'UPA a protesté en quittant la séance dès le départ. Donc sur ce sujet du Code du travail, pollue un petit peu ces discussions qui, elles, portent sur l'assurance chômage. Oui, je confirme que le contexte pèse, puisque en même temps, donc, il y a une réforme El Khomri qui a été dévoilée la semaine dernière, qui n'a pas été négociée et qui prévoit de faciliter considérablement les licenciements avec une légalisation des licenciements abusifs, une réforme des plans sociaux et donc des licenciements pour motifs économiques qui conduiront à faciliter considérablement les licenciements. Donc bien sûr, nous, ça nous inquiète puisqu'on est déjà dans un contexte d'explosion du chômage et de la précarité. Pourquoi est-ce qu'on facilite encore plus les licenciements? En quoi est-ce que faciliter les licenciements, ça permet de créer de l'emploi? Je vous le demande. Jean-Charles Simon, on revient sur les règles de l'assurance chômage. Actuellement, il faut changer ces règles ou le régime court à sa perte? Le régime devrait être en faillite si les choses fonctionnaient normalement, c'est-à-dire si l'État ne venait pas au secours d'un régime qui n'est pas un régime d'État. C'est un régime des partenaires sociaux et la dette qui va être à 30 milliards d'euros en fin d'année 2016, elle est invraisemblable, elle est énorme parce qu'on ne peut pas du tout la comparer à la dette de l'État. C'est une dette d'un régime social par répartition, c'est-à-dire des gens qui donnent des cotisations pour d'autres qui reçoivent des prestations. Et un régime comme ça, il ne devrait jamais être en déséquilibre à ce point. Il devrait avoir des moments où il est en excédent, des moments où il est en déficit, et les moments où il est en excédent, il devrait accumuler des réserves pour faire face aux périodes plus difficiles. Autre chose qui est impensable, c'est que le taux de pression
sur les salariés du secteur privé, sur les entreprises et les salariés du secteur privé, il est incroyable. À 6,4% du salaire brut, on n'a pas d'équivalent autour de nous, de taux de prélèvement sur le salaire brut pour financer l'assurance chômage. L'Espagne est à 7%. Mais voilà. vous êtes sur un pays qui a plus de 10 points de chômage en plus. Et oui, vous arrivez, donc c'est-à-dire le taux de pression est encore plus élevé en Espagne. Non, mais donc vous arrivez à quelque chose qui est alors pas du tout sur les mêmes tranches de salaire, donc c'est pas du tout comparable. C'est les chiffres de l'UNEDIC qui nous disent 7% en moyenne en Espagne. 7% sur le début du salaire en Espagne, parce qu'en Espagne, comme dans la plupart des pays, les cotisations sociales, elles s'arrêtent très bas. En France, on va jusqu'à 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Oui. Donc les sommes qui sont prélevées sont bien plus élevées sur la masse salariale en France que nulle part ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui rend le régime en vraie faillite pour un taux de chômage qui, encore une fois, est plus de 2 fois plus bas que le taux espagnol. Donc c'est quand même incroyable qu'on en soit arrivé là. Et on en est arrivé là parce que le régime finance des choses qu'il ne devrait pas financer. Le régime des intermittents, qui devrait être totalement financé par la solidarité nationale. En soi, ça ne me choque pas du tout les règles. Les règles, elles peuvent être très bien celles-là, mais qu'elles soient à ce moment-là financées par la solidarité nationale, c'est absolument scandaleux que seuls les salariés et les entreprises du secteur privé financent des règles qui sont une politique culturelle globale qui peut être celle-là, pourquoi pas, mais à ce moment-là, elle est financée par l'impôt. Ils financent le régime public le service public de l'emploi, et de manière beaucoup plus lourde que depuis la fusion décidée sous le mandat de Sarkozy de l'UNEDIC et de la NPE, 10% des cotisations prélevées vont au financement du service public de l'emploi. C'est extrêmement lourd, extrêmement élevé pour un service qui est rendu et qui est relativement discutable en matière d'utilité et d'intérêt pour beaucoup, hélas, des personnes concernées. On le voit d'ailleurs dans l'explosion du chômage de longue et très longue durée que apparemment donc le service n'est pas capable de juguler. Et puis il y a un vrai problème côté cette fois employeur, un cercle vicieux qui s'est un peu instauré à cause du fait que c'est un débat du projet de loi El Khomri, le CDI est devenu l'exception et non plus la règle, et donc ça pèse sur les... C'est totalement la règle. C'est la règle dans l'emploi. C'est totalement la règle du stock, mais c'est pas la règle du flux. Et le flux, effectivement, les entreprises vont faire beaucoup de flux de CDD courts, et il y a un sujet sur la rupture du CDI qui est un problème de fond du marché du travail français, qui fait qu'il y a trop de recours aux contrats courts, et que ça aussi, dans les règles actuelles de l'assurance chômage, ça pèse. Donc c'est pas les règles de droit commun qui pèsent sur le système d'assurance chômage, c'est tout ce que je viens de citer. Jean-Michel Potier, parmi les pistes envisagées, il y a raccourcir la durée d'indemnisation. 2 ans pour les moins de 50 ans et même 3 ans pour les plus de 50 ans, c'est trop cher pour l'UNEDIC ? Non, enfin, cette piste-là, nous, on ne la met pas forcément en avant. Ce qu'on constate, la CGPME, de manière générale, et ce constat-là, c'est le constat de terrain des chefs d'entreprise dont je suis. Bon. C'est que le système d'assurance chômage aujourd'hui n'est pas un système incitatif. Ce n'est pas un système incitatif au retour rapide à l'emploi. Ça, c'est ce que nous constatons, nous, quand nous recevons des demandeurs d'emploi. Quand on a un emploi à pourvoir, on s'aperçoit que le système dans lequel fonctionne l'assurance chômage n'est pas un système qui est dynamique et qui va favoriser le retour à l'emploi. Regardez l'accompagnement. L'accompagnement n'est pas suffisant. On parlait du rôle de Pôle emploi, mais tout le monde s'accorde, tout à l'heure d'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut travailler sur l'accompagnement. Regardez le départ en formation. Aujourd'hui, le délai constaté entre l'inscription au chômage et puis un départ en formation, c'est plus de 7 mois. Cette formation, elle arrive trop tard selon vous ? Beaucoup trop tard. Nous avons aussi privilégié à la CGPME, et c'est des propositions qui avaient reçu l'aval des partenaires sociaux dans les réformes précédentes, des systèmes de formation qui sont proches du besoin en emploi des entreprises. Le besoin en compétences, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi. C'est un système malheureusement qui est sous-utilisé, alors qu'on sait que les résultats, c'est 80% de placement dans l'emploi. Sophie Binet, cette question de la formation pour un retour plus rapide à l'emploi, est-ce que vous partagez cette option ? Non mais oui, bien sûr, sauf qu'il y a une chose que je ne partage pas du tout et que je ne peux pas laisser dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 6,5 millions de femmes et d'hommes qui sont privés d'emploi, et moi, je ne peux pas laisser dire... Donc, énormément d'activités partielles. Oui, d'accord, mais en attendant, l'essentiel de leur temps, ils sont privés d'emploi, et l'activité, elle est très partielle et très insuffisante. Et donc plus de 150 heures. Oui, d'accord, notamment les femmes qui sont Non mais est-ce que je peux parler ? Je vous ai pas interrompu alors que vous relayez au chômage. Oui, non mais j'ai écouté les propositions du MEDEF attentivement, écoutez celles de la CGT, merci. Donc
il y a 6,5 millions de personnes qui sont privées d'emploi, notamment des femmes qui sont enfermées dans des temps partiels inférieurs à 150 heures ou sur des contrats courts. Moi, je ne peux pas laisser dire que ces femmes et ces hommes auraient choisi d'être privés d'emploi. On voit que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Être privé d'emploi, c'est la première des condamnations sociales. Ça veut dire qu'on n'existe pas dans la société aujourd'hui. Donc quand j'entends dire qu'il faut un système d'incitation, renforcer l'accompagnement, etc., ça sous-entend qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont au chômage et qui ont choisi de l'être. C'est faux. Nous, on a fait 3 propositions précises pour offrir de nouveaux moyens de financement à l'assurance chômage et mieux protéger les demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui pas assez couverts en France. Ces 3 propositions, c'est 1, taxer davantage les contrats précaires, puisque j'ai entendu le MEDEF dire qu'il fallait davantage taxer qu'il fallait lutter contre les contrats courts. Luttons contre les contrats courts, donc surtaxons-les. Les contrats courts coûtent aujourd'hui 8 milliards d'euros chaque année à l'UNEDIC. Deuxième proposition, les ruptures conventionnelles. On voit que les ruptures conventionnelles explosent. C'est le premier motif d'inscription à l'UNEDIC des seniors, des salariés de plus de 55 ans qui sortent de l'entreprise par rupture conventionnelle. Il faut taxer les ruptures conventionnelles. Et puis, comme ça a été fait dans l'accord sur les retraites complémentaires. Et puis, la troisième proposition, c'est que nous, on considère qu'il faut déplafonner les cotisations des cadres et leurs allocations pour faire en sorte que les cadres payent des cotisations chômage sur l'ensemble de leur salaire et touchent des allocations chômage sur l'ensemble de leur salaire. Étant donné que les cadres sont moins au chômage que les autres catégories, ça permettra de dégager des ressources importantes pour le régime et ça permet de montrer que l'universalité est la meilleure réponse pour financer, que finalement, mieux protéger les cadres, c'est mieux protéger l'ensemble des salariés en dégageant des ressources supplémentaires. Jean-Michel Bauthier, est-ce qu'il y a des arguments que vous partagez sur cette analyse? Non, je veux dire, il y a évidemment politiquement correct, il est politiquement correct de dire qu'on ne choisit pas d'aller au chômage. Sauf c'est pas politiquement correct, c'est vrai. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Je vous ai écouté, soyez gentil, écoutez-moi. Écoutez, dans les entreprises, dans les PME, dans l'entreprise dans laquelle je vis toujours aujourd'hui, je constate que l'assurance chômage est là pour répondre à un dispositif assurantiel. Il y a un sinistre, le sinistre est la perte d'emploi. Et je constate aujourd'hui, et les exemples se multiplient, malheureusement, ça devient même assez inquiétant, de salariés qui demandent à être sinistrés. C'est-à-dire qu'ils veulent bien, ils veulent pas démissionner, mais ils veulent quitter leur emploi pour pouvoir bénéficier du régime d'assurance chômage. Je vais prendre un autre exemple qui est tout à fait, absolument incongru. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière d'avoir des gens que j'ai pris en CDD de remplacement parce que 80% de personnel féminin, des congés maternité, des congés parentaux. Et donc, à la fin de ces congés, parfois avec des remplacements longs, ça peut durer 4 ans, hein, un congé de ce type, des remplacements longs où je me suis cassé la tête pour pouvoir dire j'avais un remplaçant qui était très bien, je vais essayer de le conserver. Je lui propose un CDI. 2 fois dans ma carrière, j'ai pris des dispositions pour essayer de voir comment je pouvais repenser la façon de disposer les compétences dans l'entreprise et je me suis vu refuser la signature du CDI par un salarié qui était en CDD et qui m'a dit non, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une demande forte de la CGPME. Un refus de CDI après un CDD doit être analysé comme une démission. Sinon, les règles du jeu sont toujours faussées. Jean-Charles Simon, quelles pistes, vous étiez au MEDEF, quelles pistes seraient les plus simples à mettre en place pour obtenir des économies? En tout cas, certainement pas d'augmenter les cotisations et, comme je l'ai entendu, pour les cadres, en déplafonnant les choses. C'est-à-dire qu'on ferait une assurance chômage qui serait encore plus exorbitante de ce qu'on voit partout ailleurs. Partout ailleurs, les cotisations, elles s'arrêtent assez tôt. Et on ne monte pas ensuite assez haut dans le niveau des salaires. Et inversement, les prestations sont beaucoup plus basses qu'en France. Et qu'en France, le niveau maximum des prestations peut aller beaucoup plus haut, jusqu'à 6 300 euros voilà. Pour les cas. Alors que la plupart des pays, même les plus généreux, s'arrêtent vers 2 000, 2 500 euros. Donc on est sur quelque chose qui serait complètement incohérent. Je rappelle que par ailleurs, le taux de cotisation sociale globale en France, au-dessus du plafond de sécurité sociale, c'est plus de 45%. Et ça, c'est une des raisons majeures du chômage. Donc vouloir les augmenter encore, ce serait vraiment de la folie. Les pistes, me semble-t-il, j'en ai cité certaines. On sort le régime des intermittents. On a déjà une économie significative d'environ 1 milliard d'euros par an pour le régime d'assurance chômage. On laisse l'État, s'il le souhaite, financer un grand service par le budget, un grand service d'aide à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, pourquoi pas, mais à ce moment, on ne vient pas prélever 3,5 milliards chaque année sur les cotisations versées à l'UNEDIC pour financer ce régime.
Et puis, je crois, en effet, parce que moi, je ne suis plus au MEDEF aujourd'hui, je l'ai été à 2 reprises dans ma vie, dans 2 moments importants de négociation à l'assurance chômage, je crois qu'en effet, il faut se poser cette question des contrats courts. Mais ça doit être un deal. C'est-à-dire qu'il faut que le CDI devienne un contrat plus normalisé par rapport à ce qui existe dans l'ensemble des marchés du travail autour de nous, plus flexible, et qu'à côté de ça, effectivement, le recours, qui est une forme d'expérience rating, comme il y a aux États-Unis, donc le recours à ceux qui licencient beaucoup, qui utilisent beaucoup les contrats courts, alors qu'on aurait un contrat de droit commun, global, général, le plus souvent répandu, qui serait assez flexible, à ce moment-là, utiliser plus souvent le recours au licenciement, ça c'est vrai que ça pourrait être quelque chose. J'ajoute que pour les ruptures conventionnelles, ce serait vraiment un drame de les taxer plus, elles coûtent cher déjà, puisqu'il faut verser au moins les indemnités collectives de licenciement. Je pense que là, on rendrait encore plus rigide le CDI, alors qu'il l'est déjà aujourd'hui excessivement. Une des autres propositions, c'est la dégressivité des allocations, pourtant supprimée par la gauche en 2001. Je vous propose à ce sujet... Par les partenaires sociaux. Par les Je partenaires tiens à le dire parce sociaux qu'en fait, en on oublie 2001, souvent, c'est les partenaires sociaux qui négocient. Ce n'est pas le gouvernement. La main Et sur ces sujets, à l'époque, c'était même une proposition du MEDEF. C'était une proposition à l'époque. Donc, supprimée en 2001, je vous propose à ce sujet d'écouter le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, ce matin sur notre antenne. Non, je ne suis pas pour, à titre personnel, comme vous dites. Je pense qu'il ne faut pas fixer une feuille de route à la négociation entre le patronat et les organisations syndicales. Si nous sommes pour la négociation collective, alors à ce moment-là, il faut laisser à celle-ci toute la possibilité de se déployer. Dans ce contexte, Sophie Binet, ça fait du bien d'entendre Jean-Christophe Cambadélis défendre, ne pas vouloir de cette dégressivité des allocations? Ce qui aurait été bien, c'est que le gouvernement se réveille plus tôt, parce qu'on a eu une multiplication de déclarations du gouvernement avant même l'ouverture de la négociation. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est que la négociation est compliquée actuellement. Là, ces déclarations nous mettent vraiment dans une position difficile pour négocier, parce que le patronat est sûr que même s'il n'a pas d'accord, il peut compter sur le gouvernement qui, de toute manière, fera les économies sur le dos des privés d'emploi. Donc c'est ça. Ça pose vraiment, ça nous met dans une situation compliquée en ouverture de la négociation parce que le patronat n'est pas obligé de rechercher un accord avec les organisations syndicales. Il sait que sans accord, il a son chèque à la sortie. Et moi, je voulais revenir sur plusieurs choses. D'abord, les ruptures conventionnelles. Je rappelle que 80% des ruptures conventionnelles sont à l'initiative de l'employeur. Donc si elles coûtent déjà trop cher, il ne faut pas les faire. Deuxièmement, je rappelle aussi que nous, le premier motif d'appel de la CGT de salariés individuels, c'est des salariés des femmes qui sont enceintes et qu'on licencie parce qu'elles sont enceintes. Donc aujourd'hui, on a un problème de licenciement pour beaucoup illégaux, notamment de femmes, et le droit à la maternité n'est même pas respecté. Ensuite, sur la soi-disant générosité du système français, je vous ai apporté un petit graphique. Ce petit graphique, il montre que la France est le 11e pays d'Europe en termes de taux de remplacement de l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'en France, le montant des allocations chômage représente en moyenne 57% du salaire, c'est-à-dire moins qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède, en Belgique, etc., en Norvège, etc., etc. Donc on voit que le montant des allocations en France est particulièrement faible. Et puis la dernière chose, tout à l'heure vous disiez que le montant des allocations chômage était très élevé en France. Ce que vous oubliez de rappeler, c'est que la France, c'est aussi la championne d'Europe de l'exonération de cotisations sociales pour les entreprises, puisqu'on a plus de 35 milliards d'exonération sociale sur les bas salaires, le pacte de responsabilité qu'on a encore ajouté, et donc en tout, c'est chaque année 200 milliards d'exonération fiscale et sociale consenties aux entreprises sans aucune contrepartie. Donc nous, on demande à ce qu'on parle de ça, de comment est-ce qu'on utilise ce levier pour en faire un levier au service de l'investissement, des créations d'emplois et de la lutte contre la précarité. Jean-Michel Potier pour la CGPME. Toutes ces remarques de Sophie Binet, il n'y a rien qui peut vous réconcilier pour trouver des pistes d'économie? Vous vous dites finalement le gouvernement nous donnera raison au final? Non, alors vraiment non. Enfin, on n'est vraiment pas parti dans cette négociation avec cette idée-là. Je ne l'avais pas encore, je vous remercie de me l'avoir donné cette idée, mais franchement, c'est vraiment pas dans notre état d'esprit. Je veux dire, bien, comme ça, on aura une information positive ce soir. Écoutez, nous allons dans une négociation, je sais que ça va être difficile, en tout cas
cas, du côté de la CGPME, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de trouver une solution. Je pense que au grand jamais, nous serons pour l'abandon du paritarisme. D'ailleurs, on a pour ça beaucoup de choses que nous gérons, y compris avec la CGT, de manière paritaire et de manière, je pense, suffisamment intelligente pour que vous puissiez croire qu'on a envie de négocier, franchement. Et donc, le constat d'échec, moi, je ne le mets pas au début. Il y a d'autres pistes qui n'ont pas été évoquées, sur lesquelles on peut aller. Par exemple... Oui. Alors, ces négociations, elles vont durer 4 mois. J'imagine que toutes ces pistes, on aura l'occasion d'en débattre de nombreuses fois. C'est malheureusement déjà la fin aujourd'hui de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la série documentaire Attention, grands travaux, consacrée au marché de Rungis. Excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires.